Chères auditrices et auditeurs, sachez que l'émission que vous apprêtez à écouter évoque les personnages, les thèmes et les situations du film annoncé, de la première à la dernière minute. Par conséquent, ce podcast est intégralement constitué de spoils. Si vous n'avez pas encore vu le film et que cela vous intéresse, faites-le avant de nous écouter. Cet avertissement fait, nous vous souhaitons une délicieuse écoute. Bonsoir et bienvenue dans Ce film est trop petit pour nous deux. Alors qu'il voulait chroniquer le film La cabane dans les bois, réalisé par Drew Goddard et sorti le 2 mai 2012, trois amis eurent la mauvaise surprise d'en parler en long, en large et de traviole pendant un peu plus d'une heure, car une chose est sûre. De nos pistes de portée, les fesses. Je crois que je devrais arriver à nous faire descendre. Et tu crois que c'est une bonne idée ? Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ce film est trop petit pour nous deux. Alors épisode un peu particulier à plus d'un titre ce soir. Déjà vous l'avez entendu, ce petit générique un peu spooky, un petit peu Tim Burton, un petit peu Danny Elfman. Alors je ne résiste pas à l'envie de commencer par présenter mes deux camarades. Bonsoir Bertrand. Comment vas-tu depuis le mois dernier ? Bonsoir Thomas, ça va très bien, c'est encore une fois un vrai plaisir de passer la soirée en votre compagnie. Oh. Et bonsoir mon cher Thibaut, avec tes lunettes, car vous ne le voyez pas, mais c'est une blague très visuelle et je tiens à le dire, Thibaut a des lunettes de soleil alors qu'il est très très tard. Ne t'inquiète pas. Comment vont les affaires, j'ai envie de dire, de par chez toi ? Écoutez, ça bichonne, et à mon avis, t'inquiète pas, les gens entendent parfaitement que j'ai des lunettes de soleil. À mon avis, ça ne posera aucun problème. Ils entendent que tu claques la classe. Yes. J'adore cette phrase. Épisode particulier, donc à plus d'un titre, comme je vous le disais, parce que ce soir, donc, en plus d'un épisode spooky spécial Halloween, nous avons également un invité pour la première fois, qui est un peu le parrain, j'ai envie de dire, de ce film est trop petit pour nous deux. Bonsoir Mathieu, comment vas-tu ? Quel plaisir de t'avoir avec nous. Ouais. Bien le bonsoir, je vais sympa. Je vais sympa et je suis bien heureux que vous m'ayez invité. Donc merci de me recevoir. Écoute, ça nous fait extrêmement plaisir. Ouais, c'est pas mal, ouais. Donc, t'es venu, donc déjà pour parler un peu du film dont on va parler ce soir, parce que c'est un peu l'idée du podcast, mais également pour nous faire une démonstration de maracas. Oui. C'est faux. Tu es venu donc de parler de ton projet, le projet Sélénite, donc qui est ton petit projet solo musical qui a quelques années maintenant. C'est exact. Et Thierry, j'ai l'impression d'être dans un. Non, mais c'est vrai, on est là pour faire procurer ce genre de sensations parce que c'est assez unique. Par contre, c'est vos tronches qui font qu'il répond pas bien, je pense, mais moi je dis ça, je dis rien. Parce que malheureusement, les auditeurs ne voient pas, mais Thibaut est extrêmement investi dans son rôle grâce à ses délicieuses lunettes de soleil. Mais c'est-à-dire, je suis désormais le Philippe Manœuvre ce soir, je préviens. C'est vrai. Par contre, je viens de faire un screenshot. J'espère. Ah t'inquiète, il est fait depuis longtemps. Donc Mathieu, t'as sorti un album il y a pas longtemps. Tout à fait, un album qui s'appelle Sandboxes. Ça fait 3 ans que je le prépare. Je l'ai concocté pendant pas mal de temps dans un petit chalet en bois, tel un Charles Ingalls des temps modernes. Et j'ai pas trouvé mieux. Parfait. Désolé. Bon, pour ceux qui ont la ref, tant mieux. Sinon, si vous êtes jeune, vous ne l'avez pas là. C'est dommage. Et donc nous, tu le sais, on a un podcast. On a un podcast. On est plus un podcast. bien. Un podcast. On peut podcaster. On pose des scats Voilà, aussi. c'est Donc plutôt ciné. Est-ce que toi déjà, tu es plutôt cinéphile ? Alors là, je sais même pas trop ce que ça pourrait vouloir dire, mais à l'écoute de vos 2 premiers épisodes, je pense que je suis un petit peu comme Bébert à un pisse froid, tu vois. Ouais. Ça veut dire cinéphile, voilà, c'est tout. Je cherche pas. Tu m'es extrêmement sympathique du coup. Donc on est réunis ce soir donc avec Mathieu pour parler de La cabane dans les bois. Donc sortir 2012, je l'ai déjà dit dans l'intro, mais avec une voix bizarre. Pardon. Superbe intro par contre, je me permets. Oui, superbe intro. On sent qu'il y a du talent. Je sais pas qui c'est qui fait la musique, mais c'est Danny Elfman, je crois. C'est Danny Elfman, il est en fin de carrière, c'est pas facile, il a plus d'oreilles, il a besoin de thunes, il a un cancer du cerveau, c'est pas facile.
Donc je disais La cabane dans les bois, donc réalisé par Drew Goddard et produit et également un peu réalisé par Joss Whedon au top à ce moment-là de la hype Avengers et juste avant la cata Justice League et les révélations sur le caractère absolument charmant du monsieur. C'est ça. Est-ce que on est parti les copains? Ah, je suis tellement chaud les gars. Alors c'est parti, on va décrypter un peu ce film, carrément. Oui, non, parce que on est sur ce genre de film aussi. Attention, il faut le dire. Bien sûr, bien sûr. On est les décryptos même. Hein. Au départ, on devait s'appeler comme ça. Et c'est vrai, c'est pas du tout. Pas du tout. Totalement faux. Aucun élément de cette phrase est vrai. C'est terrible. Le film s'ouvre sur un générique qui spoile allègrement la fin. Ouais. Qui à lui seul, je trouve, justifie un deuxième visionnage, hein, parce que donc on a littéralement toute la fin sur ce carton au début, un petit peu façon poterie grecque, j'ai envie de dire, vrai. donc avec des dessins qui voilà. On découvre ensuite donc les personnages principaux du film, hein, donc selon moi, je sais pas ce que vous en pensez, qui sont les vrais personnages principaux, donc joués par Richard Jenkins, qu'on a vu dans environ 12 000 films, et Bradley Whitford, qui est le papa de Jake Peralta et le gentil raciste sociopathe de Get Out. Et ils discutent d'un pari dont on ne sait pas grand-chose. Et on arrive ensuite à la scène d'introduction des personnages. Donc on va faire simple. Donc vu que c'est un film qui utilise l'intégralité des clichés de films d'horreur, il nous présente dans l'ordre l'ingénu, la blonde un peu nunuche, le sportif débile, le nerd à lunettes et le stoner qui a un coup d'avance parce qu'il est défoncé, donc omniscient. Vrai. Et nous les appellerons donc les jeunes. Parce que c'est absolument tout ce qui les caractérise, c'est d'être jeunes Et finalement. ce qui est beau, c'est que le film est à deux doigts d'avoir cette initiative déjà, parce que c'est juste les nommer en fait, c'est le seul truc qui leur manque parce que ils sont clairement là pour être ce qu'ils sont. Ouais, mais justement, Oui, clairement. ce que je trouve assez rigolo dans cette scène d'introduction, c'est que clairement, on est en train de te dire, on est dans un film d'horreur hyper classique avec le petit travelling à la Spielberg qui monte dans la maison pour voir les gamines en train d'être des gamines. Mais t'as 2-3 phrases dans cette présentation qui mettent un doute. Genre, il recommande à l'actrice principale, donc celle qu'on appellera la Vierge, il lui recommande un livre sur l'histoire du communisme, machin bidule. Tu sens qu'il est cultivé, et sa meuf aussi, qui est la blondasse, elle semble cultivée aussi. Donc tu dis qu'il y a un truc, il y a un truc étrange dans cette. Tu sens que c'est l'espèce de quarterback un petit peu, tu sais, bon à l'école, à qui tout réussit quoi en fait. Donc ils doivent partir en week-end, histoire de continuer dans l'originalité. Donc tout est en place, tout porte à croire que on va voir un film d'horreur. Donc ils s'en vont et on voit une espèce d'agent secret qui les observe sur le toit, donc avec zéro discrétion, et qui transmet un message. Ça, c'était magique. Oui, c'est un agent, voilà, modérément secret, voilà. Oui, c'est bon, ils sont partis, ils m'ont vu. Non, j'étais caché derrière mon doigt, clairement, ils ne m'ont pas vu. Tu vois les passants en bas qui le pointent du doigt. C'est qui ce monsieur? Ah, dommage. Pourquoi il y a un agent secret, là? Oh, mais non, ils ne m'ont pas vu, chef. C'est le mec de la pub Lidl, en fait. J'aime beaucoup cette intro, toute cette intro, parce qu'en vrai, il y a ce délire on a l'impression qu'on va voir un film d'horreur hyper basique. Vraiment post-Scream, post La Colline des yeux, des trucs comme ça, tu vois. Et en fait, ce genre de détail te dit, déjà ça se prend pas au sérieux, ça a l'air complètement débile, j'en veux quoi. Tu vois, truc. Ouais, ça, la première fois que je l'ai vu, c'était exactement ça. Je me suis dit, mon Dieu, on va assister à une espèce de sombre nanar avec un mec qui a pris le film d'horreur pour les nuls et qui suit à la lettre ce qu'il y a écrit dedans, tu sais. Exactement. Et je trouve ça très très cool, la façon dont ça a amené. Je trouve ça très juste ce que tu dis, Mathieu, parce que en tant que film post-Scream, justement, je me suis fait la réflexion pendant tout le long du truc, quoi. On est dans un film post-Scream. Et c'est chiant à dire, donc tu vois, je réduis un peu le truc, post-Scream. Du coup, est-ce que ce serait pas un podcast sur le post-Scream? Finalement. Écoute, avec un petit verre de gnôle, on en serait là. Mais Dans 5 minutes, on fait une post-Scream. Allez, à bientôt. C'est tout pour moi. Ok, ben salut. Voilà, je savais qu'on devait l'inviter. On est dans le jeu de mots ce soir. Là. Donc après leur départ, ils arrivent dans une station-service de films d'horreur, tenue par un pompiste de films d'horreur. Qui arrive avec un jumpscare de film d'horreur. Oui, tout à fait. En fait, je trouve ça génial, c'est de cette appropriation totale de la totalité des clichés qu'on peut trouver dans le cinéma depuis 50 ou 60 ans. C'est ça, et ils en alignent un maximum dans les 10 premières minutes, hein. C'est fou. Ouais, ça, ils respectent un cahier des charges, mais ils le respectent le plus vite possible, comme ça on n'en parle plus, on passe à autre chose. Et je suis d'accord avec ça, ceux qui montrent d'ailleurs une certaine maîtrise de l'écriture, parce que c'est fou, parce que cette scène dans l'appart, dans la maison, là, pardon, dans l'étage de la maison, elle dure, 2 minutes 30, je pense, peut-être 3 minutes, et on a les personnages, on les connaît. Alors certes, ils jouent avec des archétypes, mais
la façon dont il les présente, je trouve que tout est fait. Alors c'est vraiment fait un peu au forceps, mais c'est hyper efficace, surtout dans le ton du film. On comprend que le film, il va aller sur des chemins qu'on connaît très bien, et le film le sait évidemment parce que c'est son principe fondateur. Mais je trouve que c'est très très efficace. Et d'ailleurs, je me profite pour glisser que l'idée du film est née sur le tournage de Buffy contre les vampires. Et Mathieu, je crois savoir que tu aimes Le film cette série. Buffy Oh oui. Ou la Non, série non, la série. La série, parce que du coup, donc showrunné par Joss Whedon, qui a été pas mal aidé par Drew Goddard justement pendant le processus de création. Et sur les plateaux de la série, en fait, apparemment, ils se parlaient déjà de se faire un film ensemble, et ils l'ont écrit en s'enfermant dans des chambres d'hôtel. Et en fait, ils se retrouvaient genre à 6h tous les matins, ils se sont dit, mais parce qu'en fait, ils écrivent super vite ensemble. Et ils se sont dit un jour, on s'enfermerait pas dans un hôtel, on prend nos chambres là, et on s'enfermerait pas pendant un petit laps de temps pour écrire un film. Et du coup, après, ça a été brainstorming sur brainstorming, session d'écriture où ils tapaient leurs trucs, ils imprimaient ça dans leur chambre, ils allaient se les filer de l'autre côté de l'hôtel et tout ça, ils se réunissaient pour en discuter et tout. Et en fait, ils ont fait tout ce processus d'écriture à deux, donc entre Joss Whedon et Drew Goddard. Et voilà, et en fait, ils ont rassemblé tout ce qu'ils ont pu d'idées, et par rebond, en fait, le film s'est écrit très très vite. D'accord. Je trouvais ça assez cool comme processus. Pour le coup, c'est un vieux projet parce que Oui, pour le coup, l'idée date un petit peu, mais voilà, je pense que dès qu'ils ont fini l'écriture et qu'ils étaient prêts, ils sont lancés, quoi. Bah, en fait, de savoir que c'est Joss Whedon qui a participé, et que justement, moi j'ai torché la série Buffy en long, en large et en travers. C'est une série qui a été intéressante à plus d'un titre pour moi. Et je retrouve des scènes, on aura le temps de venir dessus, qui sont clairement sorties de la série. Mais on en parlera au fur et à mesure du film, notamment le florilège de monstres à la fin. Voilà. Là, c'est typiquement dans la série Buffy aussi, quoi. Ouais. Et est-ce qu'à part Mathieu, il y en a d'autres du coup qui ont regardé Buffy? Moi non, c'est pas le cas. Oh non, pas du tout. Pas du tout. Non, moi je l'ai vu du coin de l'œil parce que ma chérie l'a refait il y a un petit moment, mais elle l'a refait. Mais c'est pas une série qui m'a attiré, même à l'époque de trilogie du samedi, on va dire, c'était pas une série qui me branchait plus que ça. Parce que je suis tombé sur un épisode saison 1 à l'époque, j'ai zappé, je suis tombé sur un épisode sur elle se battait contre une espèce d'homme sauterelle et j'ai dit mon Dieu, et j'ai jamais eu la foi de. C'est magique. Mais il y a un truc comme ça dans Buffy. Bon, on fait pas un podcast sur Buffy, je sais bien, mais c'est hyper second degré dans les premières saisons. On dirait pas, mais ça joue avec plein de conneries comme ça, avec des vieux clichés aussi. Et c'est au fur et à mesure des saisons que ça prend en maturité. Et tu fais, ah ouais, en fait, ça va hyper loin, quoi. C'est ce que j'ai entendu toujours dire. Avec un budget de merde, par contre, hein, avec un budget lo-fi, tu vois. Enfin, il y a un truc. Lo-fi. Ouais, non, après, alors, j'avoue, puis après avoir vu James Marsden en Piccolo dans Dragon Ball, j'ai estimé que tous les projets gravitant autour de cette personne ne m'intéressaient. Dragon Ball Evolution. Et pourtant, je n'ai pas vu Dragon Ball. Ouais. Oui, tout à fait. Et pourtant, je ne l'ai pas vu, hein, mais le peu que j'en ai vu, ça m'a amplement suffi. Je crois qu'il joue un homme petit pois dedans, mais clairement, c'est pas Piccolo. D'ailleurs, c'était le nom original du personnage, un petit pois, pas petit cœur, hein. Ah non, je croyais que t'allais dire c'était le nom du personnage, Papy Colo. J'adorais l'idée, bordel. Et donc, vu que t'aimes le Buffy, t'es plutôt cinéma d'horreur. T'aimes ça, le cinéma d'horreur, on va dire, au sens large, ouais, Mathieu? En fait, clairement, après, je suis pas un grand connaisseur, tu vois, j'ai pas de connaissances techniques, de trucs comme ça, je suis plutôt au grand public, en vrai. Moi, j'aime beaucoup, j'aime des fois les films hyper simples comme ça, où ça respecte des codes et tout, ou pas, enfin, du moment que ça marche, quoi. C'est cool. D'accord. Parce que Thibaut est un grand fan de films d'horreur. Moi, pas du tout. Hein. J'ai dû me faire violence. Alors que non, celui-là, ça va. Je l'ai beaucoup aimé. Mais moi, par exemple, c'est pas du tout. J'ai peur. Je suis un peu heureux. Sachez-le. J'ai pas peur de le dire. Et non, je le vis très bien. Et par contre, voilà, les films. Il y a beaucoup de films d'horreur que j'aime beaucoup, mais les films d'horreur de réalisateurs. Donc, je vais être très fan de John Carpenter, Sam Raimi, ce genre de choses. Voilà, Evil Dead ou autre, je vais adorer. Mais après, non, j'ai plus de mal avec notamment tout. Il y a eu un moment là, la période du found footage. C'était pour moi, c'est le démon. J'en ai vu quelques-uns, mais non, c'est pas du tout ma cam. C'est compliqué. Ça n'a pas donné que des chefs-d'œuvre. Ouais, ça n'a pas donné que des chefs-d'œuvre. C'est vrai. On dirait que ces lunettes, j'ai l'impression d'interviewer, mais Philippe Manœuvre du pauvre là, c'est tout à fait. C'est complètement dément. Ou quoi? Ou un pauvre Philippe Manœuvre. Ou le vrai, ouais. Aussi. Bah, le vrai, du coup. Moi, je suis Philoche Créneau, on m'appelle.
suis navré. Donc on retourne à notre film. Alors donc ils sont sur la route. Donc après le passage dans cette station-service de films d'horreur tenue par un pompiste de films d'horreur. Et là on voit un aigle en train de voler, majestueux et sans plafonner sur une barrière high-tech invisible. Donc on comprend qu'il y a un truc chelou entre l'agent secret pas secret du début. Il y a ça. La présentation des personnages aussi. Quand on a vu le film effectivement, on se rend compte que dans l'archétype il y a quelque chose qui colle pas à chaque fois. Il y a toujours un petit détail en plus qui fait qu'il y a un problème dans leur archétype très cliché. Du coup, je te coupe une seconde. Mathieu, toi tu l'as découvert pour le podcast ou tu l'avais déjà vu ce film? Ben, je pensais ne pas l'avoir vu. En fait, je l'avais déjà vu. Ah merde. Donc je l'ai un peu redécouvert au début et quand à ce passage où il y a l'oiseau qui s'écrase, je me suis dit je crois que j'ai déjà vu ça. Ça va partir en sucette et tout. Mais j'ai quand même j'ai kiffé. Ouais. Bon bref, on verra après. Parce que du coup je me demande comment ça fait en fait de découvrir le film parce que moi je l'ai vu il y a longtemps et vous trois aussi. Donc du coup je me rappelle plus comment tu perçois les premières minutes sans savoir où tu vas en fait. Alors moi je m'en souviens parce que je l'ai vu il y a pas très longtemps et la première fois que je l'ai vu je me suis dit alors au début je me suis dit merde ça va vraiment être un gros nanar. Mais justement j'étais aussi dans la hype Avengers donc j'avais encore du respect pour Joss Whedon à ce moment-là avant qu'il chie sur Justice League et sur Gal Gadot par extension. Et du coup j'ai voulu voir ce film en me disant voilà c'est quand même lui qui est plus ou moins aux manettes, je veux voir ça. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, merde, en fait, ils ont juste fait un film d'horreur à la con, quoi. Un truc qui, à l'époque, serait sorti en vidéoclub et basta. Et justement, ce passage où on voit l'aigle s'écraser, c'est cool parce que tu rentres très vite dans la phase de spéculation. À te dire, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un aigle? Pourquoi il y a le mec sur le toit? Non, en fait, c'est ça, tu captes au moment de ce plan qu'il va y avoir un twist. Et là, tu dis, ok, vas-y. Effectivement, je vais essayer de me chauffer à le capter tout au long du film. Et c'est cool. Mais au final, moi, ça avait commencé bien avant. Parce que quand j'ai commencé à mater le film la toute première fois, donc c'était vraiment il y a longtemps, mais c'était juste après sa sortie en salle, dès qu'il est sorti en DVD. Et je me suis dit, pourquoi il commence avec ces deux bureaucrates à la con, là? Ouais, déjà, et rien que ça, je me suis dit, hop, toi, film, tu as un truc à me dire. Mais c'est ça. Et j'ai hâte. Et même là. J'ai hâte. Et l'aigle ne fait que confirmer le lien qu'il y aura entre les deux. Et tu te dis, j'en veux plus. Ce que j'avais trouvé très rigolo, c'était l'espèce de plan, je m'en suis rappelé en le revoyant. C'est le plan, justement, au bout du générique avec les deux bureaucrates, où il se fige avec le titre du film en rouge sang. On se croirait dans un film de Robert Rodriguez. Un film de Tarantino ou de Rodriguez. Je cherchais les deux en même temps. Et du coup, tu te dis, mais ça n'a rien à foutre là, en fait, ça. Donc, du coup, c'était Rodrigado. C'est ça? C'est exactement ça. Oui, Rodrigado. Mais oui, exactement. Je me suis fait cette réflexion, justement, cette scène. En fait, tu dis, en fait, t'es presque sur un Planète Terror ou ce genre de choses. Il y a un côté série B, mais hyper assumé. Je pense que c'est le plus compliqué pour moi, c'est de réussir à faire un bon nanar. Ce qu'on réussit justement à faire Tarantino et Rodriguez à l'époque, Grindhouse. Tu as pas aimé la période non, Grindhouse, pas du tout, non. Ah si, Boulevard de la Mort, il est bien. Planète Terror, je peux comprendre, c'est spécial. Mais Boulevard de la Mort avec Kurt Russell. Il doit sortir quand? Bienvenue au club. Il sort avant ou après le Star Wars 9? C'est une honte ce que vous dites. À l'occasion. Il n'y avait rien avant le 9. Déjà, à l'occasion, regardez Boulevard de la Mort. Moi, après, c'est parce que je ne suis pas objectif, je suis profondément amoureux de Kurt Russell, mais le film, je l'ai trouvé vraiment cool. C'est normal. Voilà. Donc après, cet aigle qui a passé une très mauvaise journée. Très courte. Donc là, on va la faire courte. Courte Russell d'ailleurs. Ouais. Oh. Donc il y a la totalité des clichés au cours des scènes qui suivent qui sont utilisés. C'est-à-dire qu'en gros, on est juste dans un film d'horreur extrêmement classique dans son déroulé, dans ses plans, dans son éclairage, dans sa musique. C'est un film d'horreur et on l'a vu 1000 fois. Ouais. Sauf que toutes ces scènes sont entrecoupées des scientifiques qui les observent. Donc on comprend qu'il y a un vrai lien entre les deux, mais on ne sait pas encore lequel. Et donc on comprend aussi qu'ils balancent des espèces de drogues et de phéromones dans les pièces pour les amener au caractère qu'ils veulent, donc pour rendre l'ingénue blonde un peu plus chaude, pour vraiment les amener à prendre le cliché et à en faire une caricature en fait. Voilà, c'est ça. Et je me demande si c'est pas à ce moment-là qu'on commence déjà à entendre parler d'enjeux internationaux.
Si, Ouais, c'est ça. Si, C'est très ça. rapidement. Mais en fait, dès le début, en fait, ils font un pari international, mais on sait pas de quoi ils parlent. Comme on comprend pas Ouais. quel sera le lien avec le reste de l'histoire, Ouais. je pense que ça passe un petit peu à l'ouest. Et du coup, bah c'est marrant parce que on entend parler régulièrement d'autres pays, des performances d'autres pays. Et t'es là, ouais. C'est vrai. Et c'est très vite, c'est près de là que j'ai commencé à me dire, putain, en fait, c'est genre une espèce de show pour milliardaires complètement sordide. Ouais. Où ils achètent des complètement mon histoires. idée Voilà, aussi. ils achètent des histoires, ils le hint un peu comme ça en fait. Et c'est assez cool. Alors, petite anecdote rebond, c'est quelque chose qui est arrivé en vrai, ça je sais pas si vous l'avez vu, il y a un milliardaire américain qui a acheté une maison extrêmement creep, qui l'a remplie de pièges et de saloperies, et en gros, si tu arrives à passer la nuit dedans, tu gagnes 50 000 $. Ouais, Mais j'avais vu personne, pour l'instant, n'a réussi parce qu'apparemment, c'est vraiment l'enfer. Parce que tu signes une décharge au début en expliquant que si tu ressors avec des membres en moins, c'est ton problème. En expliquant que si... Non, mais vraiment. Et en fait, apparemment, ce serait ce genre de projet où ce serait diffusé sur le Darknet et ce serait donc un gros kiff de milliardaires sociopathes. Yes. Donc de Bernard Arnault. Oui, voilà. Qui fait ça en donnant de l'argent aux enfoirés, en étant lui-même un enculé. Donc, il a bien- Non, il est bien plus sale, il préfère regarder les gens mourir de faim. oui, c'est vrai. Il fait ça à grande échelle. Lui. En Et chantant on aujourd'hui, joue on n'a plus le droit en se grattant le nombril. C'est quand même vachement plus marrant, quoi. Bah c'est ça. Ben après, écoute, on choisit pour sa façon de s'amuser. Moi, je suis plus Starfield. Il y en a qui sont plus meurtre de masse. Écoute. On en parle ou pas? Non, on n'en Oh. parle pas. Non, on va pas en parler. Sinon, non, parce que sinon le podcast va durer 8 ans et ça va vexer. Bien sûr. Voilà. Pardon. Donc, au cours d'une soirée arrosée, mais quand même fichtrement glauque, hein, donc avec toute cette scène d'action vérité, Oh, ouais, là où putain. la nana Ah ouais. séduit, roule une pelle au loup empaillé. Oh, d'ailleurs. Qui est tout Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, petit trivia par rapport à ça, parce qu'en gros, ouais, je vais être la caution trivia et anecdote. J'ai maté les bonus du DVD cet après-midi, quoi. Et en gros, la langue qu'ils ont mise était une espèce de truc un petit peu souple, donc ça avait un petit peu une espèce de texture de langue, et c'était recouvert pour l'effet poussiéreux de sucre glace. Donc en fait, c'était un truc sucré qu'elle embrassait, donc c'est plutôt D'accord. agréable en fait. Ça, on voit qu'elle tremblote un petit peu. Ouais, la langue est facilement, souple, effectivement, ouais. ça devait avoir une texture de langue en fait, vraiment, je pense. Elle roule donc une pelle au loup empaillé. Et donc là, la porte de la cave s'ouvre, comme ça, sans raison, avec la plus belle explication possible de Chris Hemsworth immédiatement. Oh, je pense que ça doit être le vent. C'est qui est l'argument pour tout truc qui s'ouvre de façon violente dans un film. Et il est obligé de le ressortir, je trouve ça très malin. En fait, c'est génial, c'est de jouer sur ça, parce que tu te dis si la taille de la porte, par où ça engouffrait le vent, enfin, il n'y a pas une seule chance, ou alors si c'est le vent, c'est qu'il y a une tornade. C'est clairement, là, ouais, il va y avoir un La problème. brutalité de l'ouverture, hein, parce que le truc, il y aurait eu un gars qui passait à côté, c'était terminé. Ouais, le mec, il s'envole avec, on voit juste les pieds qui dépassent du plafond. C'est ça, c'est un plan à l'Astérix. Exactement. Donc, premier réflexe de jeunes de films d'horreur, ils descendent. Donc, d'abord sur l'action, puisque la Vierge, hein, comme elle est référencée dans le film, parce que, alors je crois qu'elle s'appelle Anna. Oui. Mais quand tu regardes les trucs comment dire, le casting du film, elle est référencée par moment à Dana. Donc en fait, même eux, ils en avaient tellement rien à foutre de créer des personnages qui ont du fond. Non, je crois que c'est Dana. Apparemment, Je crois que elle c'est appelle pas Dana, vraiment. ouais. Mais Ça se sent de il me ouf. semble qu'il l'appelle Anna. Ça se sent de ouf que les personnages ils n'ont pas été du tout creusés, quoi. Ils sont déjà oubliés, hein. Ah oui, C'est pas du tout ça. C'est ça. C'est pas du tout l'intérêt du film, c'est pas les personnages, on a bien saisi, quoi, tu vois. C'est ça. Non, c'est ça. Mais du coup, en fait, ça participe à ce truc-là où tu es hyper content de les voir mourir. Oui, en fait, exactement, à partir du moment où quand ça devient sanguinolent, en fait, tu dis, ouais, c'est génial, ça va devenir n'importe quoi. C'est ça. Et du coup, et c'est vraiment cool parce qu'en fait, tu ne développes aucune empathie pour eux puisque tu les connais déjà trop et donc tu n'as aucune empathie pour les personnages. Donc c'est extrêmement Et je trouve que elle, tout particulièrement, la Vierge. Ouais, Et ouais. on en reparlera plus tard, Mais justement. ils sont même limite détestables avec le vieux qui lui aussi était pas très poli non plus, mais genre qui envoie chier tout le monde. Il y a un côté hyper condescendant du mec qui est défoncé, de l'autre aussi du sportif là, intellectuel à la fois. Enfin Ouais. c'est du coup t'es presque un peu content qu'ils en prennent plein la gueule rien que pour ce passage là, tu sais. exactement. C'est marrant. Tu disais, Bertrand? Moi, autant la plupart des personnages, je les déteste, mais Chris Hemsworth, je sais pas pourquoi j'y arrive pas. Je peux pas. Ah, parce que c'est Chris Hemsworth. Ouais. Bah, c'est Mais oui. il est magnétique ce Mais mec. on dirait il a un kilo. ange pirate. Et, C'est vrai. Non, mais juste un ange, mais qui peut t'arracher la tête à envie. Voilà. Mais... voilà. Et ça, c'est l'avantage. C'est l'avantage, sauf que tu sais que s'il le fait, c'est pour s'en servir de ballon de foot américain et de faire des bisous après. Voilà, c'est ça. Ouais, ou te faire des câlins. Et ce que vous dites, c'est très vrai sur les personnages parce que et au final, ça corrobore ce que tu disais au début de ton résumé, Thomas. C'est qu'effectivement, les 5 persos principaux, on en a rien à branler. On a juste envie de voir comment ils vont mourir et avec quelle violence. On a envie de voir jusqu'où ça va aller.
ce qui peut parfois être un peu déceptif. Mais Oui, mais on y reviendra. Mais au final, les personnages les plus creusés presque, c'est les deux analystes qui travaillent dans les bureaux. Ouais, c'est pour ça que c'est ce que je disais en préambule, que pour moi, c'est les personnages principaux. Voilà, et c'est en ça que ça recolle, c'est que ceux que tu as envie de suivre, c'est ceux-là en fait. Parce que Exactement. c'est eux les plus intrigants. Mais c'est du coup parce que ça nous place un peu comme, attention, carnet du cinéma, un peu comme les spectateurs de cette émission de télé-réalité de satanistes, quoi, tu vois. Oui, c'est vrai. Oui, Spoiler. c'est vrai. C'est rigolo. Donc ils descendent suite à ce que la Vierge ait choisi action plutôt que vérité. Donc ils descendent. Donc là, c'est un festival de refs. Donc il y en a certaines voilà. très évidentes, d'autres qui, je pense, en tant que plus grand aficionados que moi en film d'horreur, vous avez peut-être spoté, même si pour le coup elles sont quand même assez évidentes entre notamment la petite boule de Hellraiser, ce genre de choses. Ouais. Voilà, donc j'ai trouvé l'idée très cool. Et comme c'est des idiots, puisqu'ils sont jeunes, ils touchent à absolument tout Oui, dans la voilà, pièce. c'est ça. Oh tiens, un colis maudit. C'est chouette. Ouais, c'est ça. C'est là qu'il se passe un truc très intéressant en parallèle parce que déjà le montage appuie à balle sur on les voit tout essayer un objet par un objet. Christian Spurs qui joue justement avec cette espèce de balle avec ce Rubik's Cube circulaire là, de Hellraiser et compagnie, donc il remplace le cube dans Hellraiser et en fait il y a ce truc en parallèle dans les bureaux là, le truc étrange qu'on comprend pas. La base. Il y a cette espèce de montage parallèle de tout le monde prend des paris. Et en fait, on capte pas trop. Et en fait, on voit qu'il y a différents services qui parient sur tel ou tel truc. Et apparemment, je crois on les entend parler de monstres, de trucs comme ça. Oui. Et on sait pas trop de quoi il s'agit. En fait, le montage se fait en parallèle parce qu'en fait, ça hint le fait que chaque objet va être lié à une créature qui va leur pourrir la vie et qui va essayer de les buter. Ouais, notamment et donc, du coup, on le comprend sur, après. Pardon, sur vas-y. la conque. Parce qu'en fait, on voit Chris Hemsworth avec une conque qui s'apprête à souffler et l'autre en fait. Non, c'est l'ingénu. Ah, non, c'est Chris Hemsworth. Non, c'est Christian Hemsworth, t'as raison. Oui, après, il a la conque et en fait, il me semble que c'est lui, ouais. Et, Non, c'est le stoner, ouais. je crois. En gros, il s'apprête à souffler et on voit donc le Monsieur Peralta qui, on sent bien, n'attend que ça, en gros. Parce que lui, en fait, il parle en permanence de Triton et du coup, on comprend qu'il y a un lien entre tout. Et donc, comme dans et tu l'as maté en français, du coup, comme d'habitude. Oui, on est d'accord. Voilà, pour l'avoir maté en VO, du coup, le monstre en question, c'est un mermaid, ce qui est le masculin. Non, un merman. Pardon, ouais. merman. D'accord. Qui est le masculin de mermaid, qui veut dire sirène. Ouais. Donc en fait, c'est une espèce de sirène. Un sirois. Sirène, sirène masculin, un peu plus vénère qu'une sirène. Oui, effectivement. On verra tout à l'heure. Voilà. oui, tout à l'heure. Il est pas très beau, non? Et puis extrêmement moche, quoi, si je puis me permettre. Ça dépend de tes kinks, et on n'est pas là pour les juger, les kinks. Hein. Donc, comme dans Evil Dead, il trouve un livre. C'est un journal intime. Et quand il voit la phrase de fin en latin, ils disent que le mieux, finalement, c'est de la dire à haute voix. Alors, encore une fois, le stoner, qui clairement est clairvoyant, leur dit que c'est vraiment une mauvaise idée. Ça, je trouve ça génial. L'idée de ce personnage, en fait, qui a conscience d'absolument tout ce qui se passe en permanence, mais comme il est défoncé, en fait, on le prend jamais au sérieux. Alors que le mec nous raconte en permanence ce qui va se passer dans les 10 prochaines minutes. Hein. Et c'est ça. Et ce qui est ouf, c'est qu'en plus, ce faisant, il incarne également l'un des tropes de ses films, à savoir le stoner complètement conspirationniste. Oui. Sauf que là, il se trouve que son conspirationnisme englobe l'intégralité de la vérité. Exactement. En fait. Le mec, il est Et j'ai trouvé ça dans le truc. ultra drôle. Ouais. Donc là, il réveille une famille de tueurs zombies psychopathes. Donc c'est donc la maintenance qui emporte le pari. Exactement, avec un petit gag, je sais pas si vous l'avez... Enfin oui, on le capte parce qu'il est assez évident. En gros, on capte que tous les gens pariaient sur quel monstre va être réveillé. Et il y a tout un tableau donc blindé de références. Et là, quand on fait un arrêt sur image dessus, on voit qu'il y a des tas de trucs cool, avec notamment une ligne qui s'appelle Kevin. Ça m'a fait beaucoup rire. Parce que j'ai ma théorie sur le Kevin. Il y a une ligne zombie. En fait, il y a une meuf qui est avec eux depuis le début qui dit quand même, je devrais toucher un truc. J'ai voté zombie. Oui, t'as voté zombie, mais là, c'est en fait la famille zombie de redneck flippante qui est sortie. C'est pas tout à fait la même chose. Et je trouve ça très con. Mais tu as une théorie du coup sur le Kevin? Parce que je pense que ça va être une ref directe ou indirecte, mais... Ben, je sais pas, mais moi je me dis si ça se trouve c'était un truc genre Kevin McAllister. Ah, Ils se font peut-être. pourrir dans la maison vrai par que- un Kevin McAllister, ça aurait été génial. Alors, ok, alors écoute, je ne sais pas si c'est ça, mais pour moi c'est Ouais. ça. Voilà, sache-le. On est d'accord, Elle est merci. valide. Donc on arrive ensuite à la scène de sexe obligatoire dans les bois, donc qui n'a aucun sens encore une fois, parce que ce qui est génial, c'est que même dans le déroulé, ils arrivent dans des endroits sans avoir une raison d'y être, on a l'impression, parce qu'au final, ils quittent la pièce. Ils sont debout, ils sont tous sur le canapé, puis d'un coup ils se lèvent et ils sortent. Alors qu'il est tard, Ouais, c'est ça. voilà, ça n'a aucun sens, mais tu sens que dans la logique, il faut être dehors à ce moment-là, donc ils sortent. Voilà. Donc on arrive donc à cette fameuse scène de sexe de films d'horreur, parce que tant qu'à faire du moins de 16, autant montrer des nichons. Donc, et même là, ils arrivent à le justifier, le plan nichon. Et je trouve ça
Mais oui, génial. c'est grandiose. C'est grandiose. Parce que voilà, où ils expliquent que visiblement les clients sont devenus gourmands, donc ils veulent en voir plus que juste du sang. Et donc l'idée est absolument géniale. Donc on voit aussi que les scientifiques lancent des phéromones dans les bois, donc même là on comprend qu'ils ont vraiment un contrôle total. Oui, c'est ça, parce qu'à la base la fille elle se rétracte un petit peu, il commence à chauffer, puis en fait elle dit ouais on va rentrer, on va faire ça dans la chambre. Ouais, t'as raison, ok d'accord. Voilà, c'est ça. Et puis là, bam, il balance des phéromones. Et finalement, vas-y, prends-moi. Et prends-moi après... même après le côté quand elle lui dit non, on va pas faire ça ici, c'est glauque. Hop, ils allument et ça fait une petite clairière un peu plus sympathique, machin. Enfin, je trouve ça génial. Ils amènent à la scène vraiment, c'est vraiment bien fait. La mousse a l'air tellement moelleuse, tellement moelleuse. Pour le moment. Et donc, il commence à se papouiller, j'ai envie de dire, donc dans cette fameuse mousse. Et là, bim. J'ai envie de dire, le festival commence, l'attaque des monstres, donc c'est le premier mort. Alors effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, c'est une première mort très édulcorée. J'ai trouvé ça un peu dommage parce que justement on veut du sang à ce moment-là, on a envie qu'il commence à crever quoi. Et la scène est un petit peu en champ contre champ et elle finit par être en arrière-plan. Alors en soi, je me dis dans l'idée aussi, parce que c'est ce que j'ai écrit dans mon conducteur, mais en l'écrivant, ce que je me suis dit aussi au final, c'est pas plus mal parce que ça te fait vraiment une montée qui finit quand même en festival. Oui, c'est ça, mais c'est complètement l'intérêt. C'est une petite clapiote. Moi, j'ai surkiffé le mec avec son piège à ours sur chaîne. Moi, je trouve ça complètement jouissif, quoi. Qui lui chope le dos comme ça, là. Allez, tiens, viens par ici. C'est ça, incroyable. Il est vrai que c'est Mick Thompson de Slipknot en zombie. Ouais. Ah ouais? Complètement, ouais. C'est vrai. Ah ouais, non, mais je sais pas si c'est lui, mais c'est un tank avec les cheveux longs. Moi, je vous crois. Vous me dites n'importe quoi, je vous crois. Pour avoir vu Mick Thompson à 1 mètre, ouais, il ressemble à ça, ouais. Ouais, c'est ça m'étonne pas. Donc elle est. Ça, c'est bien qu'ils mettent un masque quand ils jouent. Ouais. C'est surtout rapport au fait qu'il ait les dents qui coulent. Voilà. Ça, c'est pas propre, c'est lent. Surtout pour le premier rang. Ah ouais, non, c'est un calvaire. Donc ils finissent par la décapiter avec une espèce de scie à bois, à ruban ou à bande, je sais plus qu'on appelle ça, donc un truc à ruban, je crois. Ouais, je crois que c'est à ruban. Donc ils finissent par la décapiter, donc on entend une espèce de grand splatch et ça gicle un peu partout, mais on en voit peu. Avec un effet pratique assez cool parce que dans le making of, on voit le plan de comment ils font, où la caméra est derrière elle. En gros, en fait, ouais, c'est ça. Elle est filmée de dos. On voit que sa tête avec des gerbes de sang et les deux gars qui s'activent de chaque côté. Et en fait, ouais, il y avait un mécanisme où ils avaient la scie. Et en fait, elle avait devant le cou une espèce de réceptacle en métal qui faisait coulisser la scie et l'empêchait de bouger, en fait. Et donc, du coup, en fait, ils pouvaient faire ça et ça, de dos. En gros, je fais des gestes en même temps. C'est pour ça que je dis ça. Et j'espère que vous comprenez. En même temps, vous le voyez dans mes lunettes, auditeur. Et donc, du coup, voilà, ils faisaient cette espèce de mouvement juste devant elle, ce qui donne un effet vraiment cool, je trouve, parce que, ça marche bien en termes de proximité et tout ça, c'est cohérent. Donc ça déverse du sang dans un semblant de réceptacle un peu sacrificiel et ça ouvre également notre body count. Ça fait donc 1. Quand tu disais que ça remplissait une espèce de réceptacle, c'est un réceptacle qui a une forme particulière. On devine que ça dessine une espèce de personnage de façon très schématique. Voilà, ça commence un peu comme dans la fin de Blade, ça commence à dessiner en fait avec du sang un dessin sur le mur. Donc là, le film, la partie horreur commence pleinement, mais toujours le schéma très classique, c'est la panique. Ils retournent donc tous dans la maison et on voit Chris Hemsworth dans cette scène qui m'a fait mourir de rire. Je ne sais pas si ça vous l'a fait aussi. Ils sont en train de courir vers la maison. Ils sont tous en panique et il y a Chris Hemsworth qui débarque en gueulant. Il se retourne, il y a un zombie, il lui met une espèce de coup de la corde à linge. Ouais, non, mais elle fait un triple backflip. Ça ne fait même pas écrit. Il y a vraiment un côté, genre il lui met une espèce de pain, je trouvais. Et ça m'a non, alors qu'en plus c'est évidemment millimétré. Hein. Pareil, dans le making of, on voit le plan où il le fait, il le refait. Le truc est chorégraphié, millimétré au poil d'oeuf. Donc c'est pas de l'impro. Mais moi, ça m'a fait vachement penser à Scream, ce genre de truc, parce que dans Scream, le premier, il se prend des tôles incroyables, l'assassin, tu vois. Genre il se prend des portes de frigo, des portes tout court. Il se loupe dans l'escalier. C'est débile, quoi. T'as l'impression d'être chez Benny Hill, tu sais. C'est exactement ça. Scary Movie a vachement bien repris le truc d'ailleurs. Donc dans la maison, c'est le moment où Chris Hemsworth a la première bonne idée du film. Il dit on reste ensemble et je trouve ça trop bien. C'est enfin un film d'horreur où il y en a un qui a la bonne idée de ne pas se séparer. Sauf que et d'ailleurs ça contrarie les gars. Voilà. Donc sauf que les scientifiques ça les fait chier. Donc hop un petit coup de phéromone et ça remet l'église au milieu du village. Ils décident donc de se séparer et ça replace donc
chaque personnage dans une pièce différente, complètement enfermés. Donc ils se font attaquer un peu de tous les côtés, par les fenêtres, par ceci, par cela, et les portes sont fermées à clé. C'est le moment où donc le stoner découvre une caméra cachée. Donc encore une fois, ça, heureusement, vu qu'il est omniscient et que c'est, en fait, je pense que C'est le cousin de Saderac. ou alors c'est le docteur Manhattan, mais pas bleu. Oui, voilà, c'est ça. son cousin pas bleu. Ouais, il vient du Jura, lui. Le docteur New Jersey, quoi. C'est ça. Enchanté, pas bleu. Pablo Escobar, voilà, merci. Donc lui se fait choper par un zombie à travers la fenêtre. Donc il tombe de l'autre côté de la fenêtre et là j'en ai volontairement pas parlé au début, mais arrive le meilleur fusil de Tchekhov de l'histoire du fusil de Tchekhov. Donc au début du film, il arrive, il est défoncé et il a un énorme bong et il le referme en forme de mug, en gros de mug de Ouais, c'est voyage. le thermos, quoi. Voilà, en gros. et là en gros il le déploie comme un sabre laser un peu et ça devient une batte de baseball et il s'en sert pour latter la gueule du zombie et j'ai trouvé l'idée C'est exceptionnelle. trop bien. Voilà. Mais malheureusement, il se prend un coup de couteau dans le dos, il se fait tracter dans la forêt et nous sommes donc à deux. Ouais, il se fait exploser dans une gerbe de sang hors champ. Exactement, c'est pareil. Et donc c'est là que ce kill count m'a fait dire tiens, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'écouter un petit morceau de notre bon ami Mathieu, parce qu'il est quand même là pour ça à la base, parce que C'est en vrai. vrai il nous aime pas du tout, il est juste là pour faire de la promo devant les 10 personnes qui nous écoutent, et d'ailleurs on Oui. vous embrasse. Ah, Oui, il y en a on un vous salue. il y en a un qui vient de s'en aller. Bon, ben, ça tombe bien parce que j'allais vous inviter à dîner, tout le monde, là. Ça m'arrangeait pas, j'ai que 9 couteaux. Voilà, j'allais manquer de chaise, de toute façon. Je peux pas venir, c'est quand? Donc Mathieu, on va écouter le morceau Sandboxes, c'est ça tu me disais Exactement. Sandboxes, Voilà, donc, qui signifie bac à sable littéralement en français, et qui est un petit peu le fil conducteur de cet album. On passe sur une ambiance hyper sérieuse d'un coup. C'est pas du tout un morceau d'horreur. Vas-y, c'est l'instant promo, profites-en. Ouais. moi c'est plutôt folk, tasse de chocolat chaud et petit bonnet de bobo hipster, tu vois. Ce qu'on pourrait écouter juste avant le début de la tuerie dans la fameuse cabane dans les Oui. bois, en détente. Exactement. Voilà, avant de se mettre à faire n'importe quoi et de prendre de la Mais c'est drogue. ça, c'était cet album-là. C'est ça. C'est un album pré-drogue en Oui, fait. effectivement. J'ai envie de te poser des questions, moi. Comment Ah, tu l'as ouais. composé? Dans quel contexte? Qu'est-ce que ça dit? Tout ça. Comment je l'ai composé? Écoute, comme je disais plus tôt, cet album, je suis allé m'enfermer pendant un mois dans un petit chalet en bois. Pendant un mois, j'ai vu quasiment personne et j'ai pris un maximum de matos et j'avais plein d'idées et j'ai tout essayé de mettre à plat, de maqueter et il en est sorti sur une quarantaine d'idées. Il est sorti 13 morceaux. J'ai encore écrémé, j'en ai plus que 8. Et voilà, pour faire cet album, et je rêvais de faire ça depuis longtemps. Et du coup, est-ce que c'était bien? Est-ce que t'as passé un bon moment pendant ce mois? Oh, alors, c'était hyper dur en fait, parce que là, pendant un mois, il y a eu 1 semaine et demie où je pétais un câble, où j'arrivais pas à m'y mettre, j'installais le matos, j'en chiais, c'était même désagréable. Et au bout d'1 semaine et demie, j'ai commencé à vraiment plus m'arrêter d'enregistrer, d'écrire, de trucs, et là, c'était bien. Tu t'étais amené des échappatoires ou pas? C'est-à-dire des échappatoires. La console, la télé, les DVD, un PC, non, tu n'avais que de la dalle. musique. Ouais, Ok. et puis là, il y avait une connexion internet, mais elle était moisie. Donc ça servait à rien, même pas un petit porno, c'est terrible. Oh là 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 là, terrible. Et surtout, Et allez, tu nous et disais voilà. le plus terrible, c'est quand tu t'es rendu compte au bout de 3 jours que t'avais pas prévu de PQ d'avance. C'est vrai. D'ailleurs, il y avait même pas de toilette. Hein. Et t'avais oublié ta guitare aussi, ça c'était plus dur. Tout à la bouche. Et ça s'entend sur l'album. Je fais très bien la bouche. Voilà. Du coup, les prises sur l'album, tu les as fait dans la cabane ou Mais, j'ai fait de mon mieux pour que s'il y a quelque chose de vraiment suffisamment bon à la prise, qu'on puisse juste l'envoyer au mixage. Ouais. Mais en fait, une fois que je suis sorti de là, j'avais besoin de prendre du recul et il y a eu plein de choses que j'ai modifiées Oui. par la suite, Mhm. des arrangements, tout ça. Mais dans l'idée, j'avais vraiment envie que dans le meilleur des mondes, que je sorte de là, mais l'album était prêt à envoyer au mixage, au mastering, Mhm. quoi. Ça aurait été d'enfer. Donc j'ai tout fait en conséquence, quoi. Toutes les prises que j'ai fait, c'est dans les normes, tu vois, d'enregistrement, tout ça, quoi. Ouais. Et j'avais une autre question aussi. Tu disais que tu avais passé, je sais plus, donc une semaine et demie un peu difficile où tu n'arrivais pas à t'y Ouais. mettre. Ça a été quoi le déclic? Il y a eu un truc particulier ou c'est juste arrivé En comme fait, je m'étais dit que j'allais m'organiser, que j'allais me lever à telle heure, que j'allais enregistrer jusqu'à telle heure, que j'allais faire ceci, cela. Et en fait, je me suis rappelé que je fonctionne pas du tout comme ça. Et c'est au moment où je me suis dit, allez, je commence ce soir à 18h, on verra où ça mène. Que là j'ai pu arrêter. Mais je faisais des sessions de 12, je crois que la plus grosse session que j'ai faite c'est 16 heures d'affilée d'enregistrement, c'est-à-dire que ça? C'est pas mal. je faisais des pauses, ma pause c'était aller remplir mon thé, me le mettre en intraveineuse et pendant que je buvais mon thé, si tu veux, j'écoutais ce que je venais d'enregistrer. Et ça c'était ma pause.
Et donc, vraiment, je commençais à 18h, 16h12, entre 12 et 16h plus tard, je sortais avec mon thé, regarder le soleil. Après, je dormais. C'est con, t'aurais fait un album de grind, t'aurais pu faire environ 200 albums. C'est vrai. À 50 secondes le morceau, c'est clair. Ouais, t'aurais pu te gaver. Et du coup, cet album, il est plein de tout ça, déjà. Ça, c'est clair. C'est apprivoiser la petite émotion et arriver à lâcher la grappe à mon côté maniaque, là. Et c'était un peu ça. Et il y a ce délire qui est sandboxy, ça veut dire bac à sable, c'est pas pour rien. J'ai toujours eu cette petite sensation, et je m'en suis rendu compte au fur et à mesure des morceaux, de pas jouer dans mon propre terrain de jeu, quoi. Comme si je me laissais guider par les gens que je rencontrais et que j'allais comme ça, je rebondissais d'une personne à une autre jusqu'à en oublier ce que j'avais vraiment envie de faire, quoi. Voilà. Allez, à bientôt. Non, reviens, attends. Juste une autre question. L'album, il a été mixé, masterisé par quelqu'un en particulier ou... Du coup, j'ai été l'enregistrer à Bègle dans un studio qui s'appelle Cryogène, avec un vieux copain à moi que j'avais perdu un peu de vue et qui, entre-temps, a pris 75 niveaux de talent en enregistrement et en mixage. Donc, j'étais hyper... d'autant plus de faire ça avec un bon copain, enfin, tu vois, c'était cool. Est-ce que tu veux le name dropper pour lui faire de la pub ? Et bien sûr, cet homme s'appelle Thomas Secato et c'est un talentueux artiste, vraiment. J'ai pas peur d'employer les mots forts. Et déjà, il s'appelle Thomas, déjà. Très très bon point. C'est un très très bon point. Et pour le mastering, je me suis fait un peu plaisir sur ce coup-là. Je me suis un peu renseigné. J'ai fait appel à un monsieur qui s'appelle Alan Duches, qui fait partie d'une boîte qui s'appelle West Side Music, qui a bossé notamment avec Deftones, Thrice, Angus and Julia Stone et des gens comme ça. Et c'était plutôt accessible en termes de tarifs en plus. Je connais pas. Qui sont ces gens ? C'est des nouveaux arrivants. Et c'est les jeunes. Bien sûr. D'accord, donc il faisait que de l'indé underground, ok. et donc, voilà, du coup, j'étais entièrement satisfait par ce master. Je savais déjà où est-ce que ça allait m'amener, que ça allait me ramener un petit peu de chaleur et de niveau à tout ça. C'était cool. Voilà. Trop bien. Eh bien, écoute, c'est bon, messieurs, vous avez posé toutes les questions qui vous intéressaient. Écoute, moi je trouve ça complet et trop bien. Eh bien, dans ce cas-là, on va écouter tout de suite le morceau. Et puis juste après, on reprend le film. Parce qu'on est quand même des mecs plutôt sympas. From the fears I have a choice. Embrace them or clean them all. Maybe some deeper voice just tries to show me what I have to learn. Choice. Embrace your whole self tonight. Maybe my deepest voice just tries to tell me that I have to run. 'Cause I spend so much time being the one, being your perfect one. And I'm tired of seeking you, whoever you are, a dad, a friend, a love, who knows? 'Cause the only game to play is the only way to frame the fact you're hidden behind truth, so overused, so overused. I don't wanna drown myself in those.
sandboxes. Bravo. Alors, j'essaie d'applaudir devant mon Ouais. micro. Voilà. Pareil, hein, Très, franchement, très, très bel ouvrage. très joli morceau. Je suis pas un grand fanat, j'annonce, hein, et je l'avoue, de musique acoustique, mais Je déteste. tu le fais très bien. Attends, j'avais pas fini mon Non, compliment. pardon, excuse-moi. Autant pour moi. Mais tu le fais vachement bien. J'aime Ah. beaucoup ce morceau. Oh, je t'aime beaucoup, du coup. Bon, personnellement, c'est cool. Alors, on a écouté, j'ai passé un très mauvais moment. Oui, l'affiche est de la merde. T'aurais dû choisir un meilleur morceau. Voilà, j'ai décidé de pisser froid. On s'est dit, tiens, on va inviter quelqu'un qu'on n'aime pas. Non, c'est vraiment très bien. C'est quand même mieux Michel C'est magnifique. Berger. Alors, un bon Sardou, de toute façon, on peut plus rien dire. C'est vrai. Ils ont le pétrole, mais ils n'ont que ça. Alors, on va reprendre sur ce très bon, Oui. je sais pas, mais on va reprendre en tout cas sur ce mot. On va reprendre. Sur ce mot. C'est Voilà. un mot, ça on sait. Exact, Ça c'est c'est un mot. sûr. Alors, on voit donc on rappelle où on s'est arrêté. Donc, le stoner vient de se Previously. faire happer par un zombie. Donc, on voit des jeunes filles hein, au Japon qui parviennent à repousser le mal. Donc, c'est une scène qu'on a déjà vue auparavant. Ouais, on avait vu où elles en étaient en gros, parce qu'on sent qu'il y a une autre histoire qui se passe au Japon, et on avait vu comment ça se déroulait, que ça avait pas l'air ouf quoi. Voilà, en gros, il y a le fantôme de The Ring qui a un nom, je crois, c'est Sadako dans le Jean-Marc. dans le film c'est Sadako, mais là c'est pas exactement ça. Comment t'as c'est, dit Jean-Marc, hein, c'est ça que t'as dit hein Jean-Marc, ouais. Jean-Marc, ouais. C'est Alors, Jean-Marc le fantôme. Jean-Marc Sadako. Jean-Marc Sadako, tout à fait. Donc là, la première fois qu'on le voit est en fait en train de terroriser une salle de classe de jeunes filles. Et là, en gros, donc je pense que ça doit être quelque chose qui me semble assez véridique, probablement sur une légende japonaise, où en gros il y a des fleurs de lotus et elles font une espèce de comptine qui la repousse. Et on voit donc plusieurs scènes où on comprend donc apparemment tous les pays ont échoué. On voit une espèce de King Kong avec des cornes dans un enfer de CGI, hein, parce qu'on sait pas trop ce que c'est cette merde. Ensuite, on voit un truc brûlé en Espagne, il me semble. Et... Oui, c'est ça, c'est une espèce Voilà. de gros incendie. Ouais, d'une espèce d'église, je crois, ou quelque chose comme ça, à flanc de falaise. Mhm. Et il y en a une troisième, mais je ne sais plus ce que c'est. Donc on comprend, voilà, que et donc le disent aussi les scientifiques. Tout le monde a échoué, il ne reste plus que nous. Donc, Sachant que tout le monde a échoué, ça veut dire tous les autres films se sont finis bien. oui, c'est ça. En gros, c'est oui, ça. oui, tout Parce à qu'en fait, gros, c'est ça. les protagonistes ont réussi à vaincre le mal à chaque C'est fois. ça, exactement. Donc, les jeunes arrivent à quitter la maison, non sans mal, donc après être passés dans une salle de torture, en gros, qui était sous une trappe dans une des chambres. Ils se retrouvent donc dans cette chambre de torture, et là, on ne sait pas comment, il y a Chris Hemsworth qui arrive, qui ouvre la porte en disant « faut qu'on se barre ». Ils arrivent à sortir, à reprendre le camping-car, et ils arrivent à s'échapper et à repasser le tunnel par lequel ils sont arrivés. Donc là où on a vu, rappelez-vous, au début du film, l'aigle s'éclater. Voilà, c'est ça. Ils arrivent donc à rentrer dans le tunnel et on voit un mouvement de panique chez les scientifiques qui se plaignent auprès des artificiers. Je sais plus comment ils les appellent. J'ai un trou. L'équipe démolition, je crois. Voilà, l'équipe démolition, ouais, c'est ça. Qui en gros n'ont pas fait correctement leur travail, et on comprend qu'il y a eu juste un problème de communication qui fait que le tunnel n'a pas été effondré, donc il y a une issue de secours, enfin en tout cas une échappatoire. Donc ils passent, mais ils arrivent quand même à faire péter, et ça les oblige à changer de route, et ils se retrouvent de l'autre côté du ravin. Et donc c'est là que Chris Hemsworth prend la meilleure idée du monde en disant « Chiche, je prends une moto, je saute ». Alors, écoute, depuis le début du film, tu nous as tout fait. Celle-là, on l'accepte, y a pas de souci. Sauf que... Sachant qu'en plus, les autres, ils vont dans son sens. Genre, ouais. Genre, L'autre versant, il est à 1m50 plus bas. Ouais. Je pense que tu peux y arriver. Vas-y. c'est ça, ouais. En fait, et puis tu sais, instantanément, alors en plus, pour le coup, c'est vrai, c'est dans beaucoup de films d'horreur ou même d'action, tu as ce côté, on va sauter, et il y a littéralement 300 mètres, et les mecs le tentent quand même, tu sais. Alors Oh, que bah, là, Speed. ouais, par exemple, ouais. Speed, et alors pour que moi, là, c'est l'effet Speed. et c'est un bus, en plus, une motocross, on Ouais, pourrait ouais. presque accepter l'idée. Alors que là, on voit que clairement, même en courant un peu vite, franchement, un mec un peu chaud, il peut le tenter, parce qu'il y a vraiment pas un grand écart. Donc c'est presque ouais. cohérent de se dire on va le tenter ça. Donc il le fait, sauf que pas de bol, il s'éclate la gueule sur le fameux mur invisible dans une scène Ah, là, longue. ils se font plaisir. Voilà. Ah, ils Je se font trouvais très plaisir, drôle, ça il dure, rebondit. On C'est dirait tu sais, génial. le personnage là, tu sais, que tu Mais- colles et qui tombe Oui, tu sais, en blanc. Ça m'a fait penser à ça. Voilà. Possible. Ah, et puis c'est génial, ils ont rajouté cette espèce d'effet de rougeoiement dès qu'il touche le mur et tu le vois tomber, te cogner. Oui, se parce recogner. qu'il tombe dans un gouffre sans fond, en fait. Et ça dure, et on le voit à chaque fois toucher la paroi, encore une fois. Et même encore une fois. le dernier plan, on les voit eux de dos, regardez en bas, et on voit juste la lumière en
fait s'allumer dans le truc, donc tu comprends que c'est hyper long. Tu sens qu'il y a vraiment un c'est gros kiff. interminable. On se croirait dans les Simpsons. Ouais, ça. quasiment. Oui, c'est ça. Et est-ce que comme moi, vous aviez oublié ce mur à La ce première moment-là fois, du oui. film Pas cette Ouais, fois-là, ouais, mais la ouais. première fois, j'avais Oui, pareil. complètement Oui, zappé. 100%, bien sûr. Quand la première fois que je l'ai vu, j'ai mais j'avais zappé le mur. En fait, ce film utilise tous les codes possibles, fusil de Tchekhov dans tous les sens. En fait, ce qui est sympa, c'est que tout ce qui est montré, c'est utilisé. Et ça, je trouve que c'est bien d'y aller à fond. Et donc, ça nous fait 3. Ouais, c'est signe d'une écriture cohérente. Oui, tout à fait. Et 3. ça nous fait 3 dans notre kill count. Voilà, Donc le il sportif est remonte, mort. voilà, il remonte dans le camping-car. Il reste à ce moment donc la Vierge et le nerd. Oui. Il remonte dans le camping-car et dans une scène qui se veut un peu touchante et gratos, il se fait éclater. Je crois que c'est retour de Mick Thompson, hein, donc Oui, c'est ça. qui lui perfore La tronche avec, je crois, un pied de biche, tronche, non ouais, ou un crochet de boucher ou un truc comme ça. Non, Ah oui, c'est peut-être, je sais plus. Voilà, enfin, Non, en je crois gros, que c'est un il pied de passe, biche, ouais. voilà. C'est dégueulasse, quoi. Oh, ça est bien sale. Ils font donc une embardée et ils tombent dans le lac, le camping-car, et à ce moment-là, la Vierge donc remonte. Elle est désormais seule. Elle arrive à remonter sur le ponton et on comprend que ça y est, le plan est terminé, qu'il ne reste plus qu'elle et que maintenant il faut qu'elle souffre un maximum. Voilà. Encore une fois, pour satisfaire les clients. Ça fait partie des moments où le film m'a complètement convaincu dans cette scène où on la voit se faire mais dégommer sur le Ça ponton. fait maltraiter, c'est terrible. Voilà. Et ce qui est génial, c'est cette caméra qui recule tout doucement, où on voit en fait la meuf derrière, on le voit, elle dégueule du sang et tout. Enfin, c'est une horreur ce qu'elle ramasse sur un morceau très cool de REO Speedwagon, où ils font la teuf, ils font péter du champagne et la nana. Et la scène, elle est longue, mais elle est longue. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a quelqu'un qui dit dans le centre de contrôle, ah, elle va mourir. Et il y a un des scientifiques qui dit non, mais c'est pas grave, qu'elle meure ou pas, on s'en fout. Du moment qu'elle souffre, ça va. Et donc du coup, ouais, c'est chouette, c'est super, elle va souffrir. Non, mais c'est Et ça. vraiment, Il y a ce parallèle. Pardon, excuse-moi, fini, vas-y. ce que je trouve génial, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que en fait, je trouve cette personnage-là et son love interest, je les trouve mais particulièrement antipathiques. J'aime pas sa gueule, j'aime pas son développement et vraiment la voir se faire défoncer au piège à ours, mais ça fait du bien. Quoi. Ça fait du bien. Mais grave, De grave. Et il y a vraiment dans cette scène, vous l'avez dit, hein, mais j'adore relever ce truc-là parce que je trouve ça incroyable de tout le monde qui fait sa petite teuf, tu vois, dans le bureau des scientifiques. Il y en a qui essaient, tu sens qu'il y en a, c'est des losers. Il y a le stagiaire là qui se plaint tout le temps. T'as le gars d'un service qui essaie de brancher une meuf qui en a rien à foutre. Enfin, tu vois, c'est The Office le truc. Et sauf qu'en arrière-plan, t'as quasiment constamment les écrans vidéo qui la montrent, l'autre en train de se faire mais savater la gueule allègrement. Et c'est incroyable cette scène. J'ai trouvé lunaire, c'est génial. L'autre qui est dans le final de Vendredi 13 en fait. Oui, Ouais, complètement. Oui, surtout 100%. juste avant, en plus, il y a une petite scène, juste quand elle ressort alors, c'est plus ça, juste après cette scène, où on voit Mick Thompson sortir de l'eau, vraiment façon Jason Voorhees, qui est en fait le truc absolument impossible à descendre, quoi que tu lui fasses. Et là, pareil, je trouve cette scène, elle a ce côté aussi, encore une fois, qui utilise un vrai trope de film d'horreur façon plutôt Rob Zombie, où en fait, les seuls personnages qui t'intéressent finalement, ce sont ces scientifiques qui sont absolument immondes, hein, parce que c'est des mecs qui sont en train de se gargariser du côté du fait que la nana soit en train de se faire éclater, qu'elle souffre, et ça te place justement dans ce fait que le seul personnage qui t'intéresse finalement, ce sont les plus salauds finalement du film. Donc je C'est ça, comme dans The Devil's Reject de exactement, Zombie, voilà, qui tout est un à fait. putain de Oui, film. oui. Qui te place en fait dans la position d'aimer les méchants, et j'ai trouvé ça vraiment vraiment cool. Exactement. Ouais, du plaisir sale du film d'horreur finalement. Tout à fait, C'est exactement. Et puis en plus, il y a cette espèce de doute qui est mis à un moment donné. Alors c'est plutôt dans le film, mais on l'a pas relevé. Je crois que c'est au moment de la première mort. On voit que je crois que c'est Richard Jenkins qui fait une espèce de prière. Ah non, c'est l'autre. C'est l'autre. Qui fait une espèce de petite prière, tout ça, et ou alors c'est au moment du dernier mort, je sais plus. Je sais plus, ouais, mais je vois la scène que tu ouais, dis, je crois. Mais je crois que c'est au moment du dernier mort parce que c'est juste avant que la fête arrive, parce que il fait une espèce de prière. Genre recueillez-les et puis voilà, en gros c'est une espèce de lettre d'excuse le truc et ça se finit par tequila. That's my jam. Exactement. Ce petit moment de rédemption est complètement coupé par voilà un ressort comique complètement débile. Ouais, mais qui est pour le coup encore une fois pas inutile. Je trouve que même tu vois au final dans n'importe quel film d'horreur ou film d'action, ça aurait été un peu relou de casser ce genre de scène comme ça, ou alors il faudrait que ce soit bien fait. Et là non, justement ils mettent vraiment les pieds dans le plat et ça marche parce que le film depuis le début t'as appris que dès que tu vois un truc c'est tellement assumé que ça rend le truc rigolo quoi. Et j'ai trouvé ça cette scène tout élément du vraiment film cool. fait partie d'un plan. Ouais.
Je sais pas dans quelle mesure Joss Whedon a été, si c'est égal dans. Ah, mais ils l'ont écrit vraiment à dans le 4 film. mains, donc oui. Mais ah ouais, voilà, mais moi je trouve que c'est typique de chez lui en fait. Il a ce truc. Je sais pas si vous connaissez, vous devez connaître la série Firefly et le film un peu série B qui s'appelle Serenity. Que moi c'est un petit kink un peu coupable. Je pense pas que ce soit coupable. Il a vraiment ce délire où les personnages sont toujours déjà des archétypes du grand bourrin, de la femme autoritaire, machin. Et il s'est vachement bien joué avec le fait que les personnages s'assument et ont leurs failles et tout. C'est d'enfer quoi. Et je retrouve vachement ça dans ce film quoi. Et du coup cette dérision permanente. Mais j'ai vu qu'il était réalisateur seconde équipe. Donc je pense qu'il y a de fortes chances qu'il soit occupé justement de toute la partie scientifique et plutôt de Godard de la partie film d'horreur. Je vois bien quelque chose comme ça. Non, je crois que les rôles étaient assez partagés, mais c'était qu'il y avait typiquement chez les scientifiques, je crois qu'il a pas mal bossé Joss Whedon sur certaines scènes d'action à la fin, mais on va y revenir. Voilà, je crois que c'est pour la coordination de tout ça. Il fallait filmer beaucoup de trucs et je pense que souvent la seconde équipe s'en occupait. Ouais. Donc pendant cette fameuse fête, le téléphone rouge sonne. On a déjà eu 2-3 références à un certain directeur, mais pour le moment on n'en sait pas plus. Voilà, on sait qu'apparemment ils ont un manager un peu toxique, s'il en est. Donc le téléphone rouge sonne pendant la fête et on comprend qu'il y a quelque chose dans le plan qui cloche. Et faut là, pas qu'elle meure, en même temps, Deus Ex Machina, absolument totalement inattendu. Pour le coup, je l'ai vraiment pas vu venir celui-là. Le nerd, en fait, il n'est pas mort. Il arrive à sauver la Vierge. Qui est quand même improbable, parce qu'elle a quand même vomi du sang. Je pense qu'elle est littéralement, elle est cassée de bout en bout, machin. Oui, mais en fait, il doit lui rester 2-3 os qui n'ont rien eu. Voilà. Et c'est juste qu'en fait, elle est recouverte de ketchup, finalement, de son propre sang, visiblement, parce qu'elle est quand même recouverte de sang. Elle est vraiment devenue femme Liebig. Voilà, c'est ça. C'est terrible. Mais donc, il arrive à la sauver, donc il s'échappe. Elle a la réaction, elle a, je pense, la phrase qu'on attend dans l'intégralité des films d'horreur. Il s'échappe et elle dit donc on va dans une tombe, t'es sûr? Voilà, dans un film avec des zombies, je trouve que c'est une très bonne réaction. Surtout vu ce qu'elle vient de se prendre, elle a encore la lucidité de se dire que c'est pas une bonne idée clairement d'aller là-dedans. Mais comme je vous le rappelle, il est clairvoyant et en plus il est ingénieur en ascenseur puisqu'il a réussi 100%. à hacker le système et à la faire pénétrer dans une espèce de boîte de monte charge. Et donc là, déjà, j'ai trouvé cette scène géniale. La première fois que je l'ai vue, c'est génial parce que tu continues dans la spéculation, mais tu as encore 1000 façons d'imaginer la fin à ce moment-là du film. Exactement, ouais. Et je trouvais ça vraiment cool. À tout ce passage, donc ils descendent un peu vers l'enfer finalement, où on voit donc toutes sortes de monstres. Au premier, donc on voit un loup-garou. Après, ce que je dirais être un poltergeist. Ensuite, on voit Pinhead, mais qui est au lieu d'avoir des clous, du coup, comme c'était. C'est Pinhead sans la licence, quoi. Voilà, exactement. Ils ont des noms ces personnages. Je sais plus comment ça s'appelle parce qu'il y en a plusieurs en fait chez Hellraiser et j'ai oublié. Les Cénobites. Les Cénobites, exactement. Ça me permet juste de glisser un truc. En fait, voir la cabine dans les bois m'a donné envie de savoir qu'est-ce qui se passait au niveau de Hellraiser parce qu'ils en ont sorti quand même une dizaine jusqu'à présent. Oui, je crois, ouais. Et c'est une série de films qui est absolument à chier. Le premier était très moyen et tout ce qui suit est de plus en plus nul. Et ce qui est terrible dans Hellraiser, c'est que finalement le concept est absolument génial et on a tous en tête la gueule de Pinehead. Et j'ai vu justement, juste après, il y a eu un remake qui a été fait en 2022 par Hulu, un équivalent Netflix américain qu'on n'a pas en France, et qui est absolument génial. C'est ce que j'avais attendu depuis toujours de Hellraiser. C'est violent, c'est noir, c'est sale, c'est détestable, c'est vraiment génial. C'est vraiment méchant et c'est très très bien. J'avais plutôt un bon souvenir du premier parce que le design des personnages complètement cauchemardesque marche d'enfer quoi. C'est vraiment, il y a un délire avec la peau retournée en permanence, il y a de la souffrance partout dans leur chair. Après c'est du Clive Barker qui est qui est un film. C'est complètement sur le concept de sadomaso poussé à l'extrême en gros. Alors je n'ai pas vu personnellement, je n'en ai vu aucun parce que mais je te conseille pas en vrai. Voilà. Mais par contre ça m'a beaucoup intéressé. Et donc j'ai lu un peu sur Wikipédia tout ce qu'il y a autour. Et effectivement le lore est ultra intéressant. Ça a l'air. Ouais. Donc effectivement si c'est bien fait, ça peut être vraiment cool parce que l'histoire est vraiment bien. J'arrive pas à le retrouver, mais pour info, je sais il a un nom dans le film. Ils l'ont nommé. J'arrive pas à le retrouver. On le voit à la fin dans le générique. Il a un nom. C'est je sais plus quoi. Le Seigneur de l'amour violent. Il est probablement sur le tableau des créatures. Hein. Et il est
particulièrement impressionnant. Cette scène est assez jolie. Ouais. Où t'as la Vierge qui est face à lui et lui le regarde avec ses yeux complètement noirs. Il y a quelque chose d'assez hypnotisant, c'est assez génial. Et justement, en plus, ouais, c'est ça, c'est le film est tout le temps à fond. Ça n'arrête pas, ça gueule, ça court, ça pète dans tous les sens. Enfin, même s'il n'y a pas d'explosion. Et c'est le seul moment où lui, en fait, il est tellement violent par son style que, en fait, il a pas du tout besoin de parler. Tu sens que lui, on n'a pas envie qu'il pète la vitre, quoi. Vraiment pas. Ouais, voilà, lui, on veut qu'il reste là où il est parce que c'est un cauchemar vivant. C'est ça. Donc on disait il y a Pinhead avec des lames de scie à la place des clous. Il y a également une danseuse étoile au visage de lamproie. Oui, c'est ça. Pour le coup, je n'ai pas cette ref, mais clairement elle est femme lamproie. Après, tout n'est peut-être pas une ref, hein, c'est juste des monstres imaginés. Ils le disent dans les making of. Ils se sont laissés aller, quoi. Ils sont allés. Alors ils ont pris des refs, mais sinon ils ont juste créé des créatures. Complètement taré. Et donc après la caméra recule et on comprend qu'il y en a des tonnes. On aperçoit, alors là effectivement là aussi on peut faire pause, on voit un basilic, un scolopendre géant, Gérald Darmanin, il y a des zombies très classiques, il y a Donald Trump, Eric Ciotti, Harvey Weinstein, enfin, que des monstres horribles. Les scolopendres, hein, c'est le diable. C'est vrai, c'est un peu le chétan. Putain. Dans les making-of, ils se font plaisir parce qu'en fait, ils avaient justement, pour tourner ce plan précisément, ils avaient différentes boîtes avec différents volumes. Et par exemple, ils ont pris une boîte qui devait faire peut-être 1m20, je pense, de dimension carrée, quoi, en gros, de surface. Pas de surface, mais de côté. Et en fait, ils ont mis des gens dedans. Et en gros, c'est parce qu'il y a certaines boîtes où il y a des géants, du coup, à l'intérieur. Donc du coup, voilà, c'est juste des gens normaux, filmés dans des boîtes un peu plus petites. Et il y avait une boîte beaucoup plus petite dans laquelle ils ont filmé justement des insectes. Donc il y a scolopendre. Je crois qu'il y a des trucs genre phase, mouvement religieuse ou comme ça. Mais du coup, comme tout est remis à l'échelle d'une boîte normale, les trucs sont monstrueux. Il y a une boîte avec Elisabeth Lévy dedans, c'est horrible. Oui, l'enfer. Ouais, il me semble qu'elle est juste à côté de Donald Trump et ils essayent de se manger le visage. Mais apparemment, ce serait un jeu sexuel. Il l'attrape après par là. Bon, donc ils descendent et ils arrivent. Donc ils sont attendus par des gardes. Donc dans ce centre, il y a également des gardes. Oui, il vaut mieux. Donc ils sont échappés et ils finissent par arriver dans une salle des commandes et ils sont mis en joue par une douzaine de gardes. Et donc c'est là qu'on arrive à la scène climax du film. Personnellement, j'adore. Elle dit en gros, vous voulez du sang? Eh ben voilà. Elle appuie sur un bouton, les portes s'ouvrent et là, c'est le festival de la viande, j'ai envie de dire. Ça, c'est une pépite absolue. Ouais. Elle est jouissive. Ouais, elle est exceptionnelle. C'est une scène où t'as limite envie de te remettre en boucle pour avoir les rêves. Oui, c'est ça, en fait. T'es content d'avoir suivi le film pour en arriver, pour qu'on t'offre ça, en fait. Le film est ultra généreux dans ce qui t'envoie dans la gueule à ce moment-là. Ah, c'est la fête de la tripe, quoi. C'est génial. Donc ça n'arrête pas. À chaque fois qu'une porte s'ouvre, ça repart. À l'impression qu'il y a des gars qui arrivent, qui reposent des gars juste pour se faire crever et ça repart. À l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. Et le plan final, là, vous voyez, quand on voit le résultat du massacre, je trouve ça incroyable, quoi. Quand t'as le sang qui jonche par. Ouais, le plan est très cool. Avec le petit. Pardon, vas-y. Le petit son de cloche de l'ascenseur. Oui. C'est de très mauvais goût. Ouais, quand ça finit avec les 3 zombies qui sont en train de finir de becter ce qui se passe là, avec un morceau qui tombe du plafond. Et du coup, les accessoiristes, à un moment, ils parlaient de ça. Et ils disaient qu'ils avaient, je crois, balancé 830 litres de sang dans cette pièce. Projeté sur les murs, tout ça. C'est incroyable, ça se voit, c'est incroyable. Et ils disaient aussi que toute créature qui était faisable sans image de synthèse a été faite en effet pratique. Et c'est hyper impressionnant de voir le travail des maquettistes et tout ça. C'est ouf à voir. C'est vraiment dingue, hein. Le loup-garou, c'est que de l'effet pratique. Le mec avec ses disques, ça se voit, mais c'est que de l'effet pratique. Même les gobelins qu'on voit avec leurs petites ailes, c'est de l'effet pratique, même s'il y a de l'animation en plus. C'est incroyable. Le serpent, évidemment, on est sur du full, parce qu'il y a un serpent géant, mais une espèce de basilic, quoi, tu disais, et qui écartèle un gars. Enfin, c'est incroyable. Et celui-là, par contre, il est full CGI, mais sinon, non, c'est beaucoup d'effets pratiques et c'est ultra cool à l'écran, je trouve. Ça se voit. Mais c'est un truc qui fait que le film est chouette en dehors de leur manière de raconter l'histoire, c'est que certes ils font une sorte de film d'horreur série Z, mais ils le font bien. Ah oui. L'image est belle, c'est bien filmé, donc du coup tu rentres pas dans un espèce de truc, je sais pas, façon, Tarantino, avec un grain dégueulasse ou filmé un peu avec le cul pour faire film de genre. Non, c'est quand même bien fait et c'est fait proprement. Ouais, c'est vrai. Après j'aime beaucoup Tarantino. Hein, Oui, tu t'étais pas en train de lancer. Non, mais on a entendu, c'est filmé avec le cul, très bien, on va lui dire. Il sera ravi. Voilà. Et donc là, alors, pareil, là,
là c'est mon moment. Bon, j'ai complètement fondu et j'ai trouvé ce film vraiment génial. Je me suis dit vraiment, voilà, on est en train de passer un très bon moment. Oui, et complètement. ça n'était pas Ah sans me rappeler ce moment exquis qu'on avait passé tous les deux, Thibaut, rappelle-toi, où tu m'avais fait découvrir à l'époque Piranha 3D, où tu m'avais plus ou moins regardé le film parce que toi tu l'avais déjà vu et tu savais ce qui allait se passer. Oui. Et donc j'ai retrouvé un peu voilà ce truc que tu as également dans Piranha 3D où finalement tu es assez content de voir tout le monde crever parce que tout ça c'est détestable. Bah, c'est l'avantage de choisir Spring Break comme lieu de comme lieu d'événement, c'est que tu sais que tu vas détester tout le monde. Et puis c'est le gigantesque Alexandre Aja. Voilà, oui, en plus exactement. Ouais. Et j'ai trouvé cette scène m'a rappelé un peu pleu, ouais. M'a rappelé donc ce festival de la viande où je me souviens la première fois là quand on avait vu Piranha 3D où j'avais vraiment la nausée tellement ça devenait au bout d'un moment c'est trop quoi et j'étais vraiment ouais. Et là bon ils y sont pas allés aussi loin mais ça m'a rappelé ça. Et surtout ce qui est cool c'est que à ce moment-là le film prend vraiment tout son sens et ça devient en fait un gigantesque hommage où tu prends plaisir à mettre pause à essayer de voir tout ce que tu peux retrouver des classiques ou pas de l'horreur, que ce soit des classiques ou des classiques de série B ou de série Z. Et là en fait le film tu comprends que non c'est très cohérent d'avoir autant utilisé les clichés, les archétypes de personnages, d'avoir tout poussé les curseurs à fond. Exactement. Et je trouve que à ce moment-là, le film, tu comprends vraiment tout le sens de son écriture et c'est vraiment une très très bonne idée. Et il y a même une micro-référence, je sais pas si c'est vraiment une référence à ça ou si c'est juste moi qui ai envie d'interpréter ça en justement voyant des références à d'autres films. Il y a un moment, là, ça fait cette fameuse scène où tous les soldats, là, les gardes sont au milieu du hall et qui se font massacrer par tout ce qu'ils peuvent parce que les ascenseurs s'ouvrent. Il y a sur la gauche de l'écran, il y a une branche d'arbre géante qui chope un gars en fait qui l'empale. Je me demande si c'est pas une référence à Evil Dead avec les arbres un peu meurtriers. Ouais, probablement. Ce genre de choses. Je sais pas si c'est volontaire. D'ailleurs, pour revenir à cette scène vite fait, c'est le climax du film, et je parlais tout à l'heure de Buffy, typiquement, il y a une scène comme ça dans une espèce de sombre complexe militaire gouvernemental où il recueille tous les monstres en fait qui peuvent trouver, tous les vampires, tous les trucs, tous les machins, les poltergeists, machin. Et il y avait déjà ça. Et à un moment donné, évidemment, tout s'ouvre et c'est le gros bordel dans le complexe militaire, quoi, tu vois. Sauf que c'était fait avec un budget vraiment merdique et du coup, c'était moche du cul, tellement. Les murs sont dirait du papier d'alu froissé. Enfin, c'était vraiment atroce, quoi. Et voilà. Donc c'est un petit parallèle enchanté. Ouais. Mais il y avait déjà cette idée de. On sait qu'on a enfermé tout au milieu d'un seul endroit et bah l'idée c'est que tout se barre quoi. Ouais carrément, mais je pense du coup ils se sont fait plaisir, ils ont fait là on va le faire bien. On va le faire à fond. Donc les deux jeunes restants, donc on rappelle la Vierge et le Stoner, ils arrivent à rencontrer le directeur, donc au fur et à mesure qu'ils s'échappent, qu'ils passent donc d'abord par l'arrière de la boucherie, finalement, ils arrivent à s'échapper. Donc là en plus ça continue, toute cette scène où ils s'échappent, où donc il y a une licorne, ce truc improbable, je trouve ça génial en fait, voilà, de prendre une licorne pour la faire fumer un mec, c'est extrêmement gratos. La meuf fait des allers-retours avec sa corne dans le bide d'un gars, c'est incroyable. Ouais. Avec Pennywise aussi, une version extrêmement cheap de Pennywise aussi, 100%. Qui se fait flinguer mais ça marche pas parce que c'est Pennywise et... C'est ça, c'est vraiment celle de Il est revenu et de Sam et le téléfilm à l'époque quoi. En fait à partir de là le film jusqu'à ce que ça revienne un peu à l'explication finale, ils en sortent plus du tout à vraiment mettre des refs partout et qui pour le coup si ça avait été mal fait aurait juste été lourdingue, mais là comme c'est hyper cohérent en fait ça flatte en permanence. Oh putain j'ai la ref et elle est vraiment drôle, c'est vraiment bien fait. En fait ça devient vraiment un enchaînement de refs qui est très très cool. Et donc ils finissent par arriver dans une espèce de grande salle ronde, donc on comprend là où il y avait donc ces fameux les fameuses figures qui se faisaient remplir de sang, les statuettes. Et donc ils tombent sur le directeur et qui d'autre que pour le coup l'inénarrable, je veux dire l'incommensurable, la divine Sigourney Weaver, devrait jouer dans tous les films du monde parce que voilà, elle a quand même. Mais tu sais qu'en plus c'est marrant parce que ta façon de la présenter, c'est pratiquement exactement la même que Joss Whedon et Drew Goddard ont dans les bonus pour le dire. Voilà, quand ils disent il nous fallait une directrice pour un centre qui abrite toutes les créatures. En gros, la directrice du monde des horreurs.
Et voilà, il y avait pas 10 000 choix. Et quand on a consulté la liste, on s'est rendu compte qu'il y avait qu'un seul nom, c'était Sigourney Weaver, et on a pu l'avoir. Quand elle arrive, en plus, c'est déjà, Bien dès sûr. qu'elle arrive, c'est la classe de dingue qu'elle a. Elle est divine. elle est Et, divine. et ce qui est génial, c'est comment, en fait, avec ce côté très froid qu'elle arrive à avoir, elle leur explique par A plus B à quel point c'est important qu'ils meurent. Et en fait, quand elle l'explique, tu dis putain, mais oui, en fait, c'est hyper important qu'ils meurent. Allez-y, Et je trouve ça crevez. Génial. Mm. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ouais, Et c'est je trouve ça vraiment génial. L'explication, en plus, c'est cool parce qu'au final, c'est un peu débile, mais ça fonctionne pour le Oui, coup. on n'en est plus là, quoi. Tu vois, il y a un truc. Voilà. Et puis ça ramène la vieille mythologie des grands anciens de Lovecraft, quoi. C'est rigolo. Oui, c'est ça, voilà. Mm. Tout à fait. Surtout qu'en plus, qu'elle explique qu'en gros, à une époque, sacrifier une vierge en haut d'un truc, c'était amplement suffisant, mais qu'en gros, Ils sont embourgeoisés, quoi. Ils sont embourgeoisés, les gars. voilà, les trucs se sont dit, nous, écoutez, on est chaud sur les sacrifices, mais par contre, faites ça bien, quoi. Et je trouve ça C'est vraiment ça. cool que les mecs soient obligés d'établir des plans ultra alambiqués juste pour réussir à faire un sacrifice humain. Et donc, elle explique qu'effectivement, il y a un ordre. Donc, si depuis le début, on les appelle comme ça, c'est parce que c'est vraiment les noms qu'elle utilise. La putain, pardon. Le sportif, l'intello, le stoner, que je crois pas elle appelle comme ça, et Non, la c'est- vierge. Non, Ah bon c'est le délire. Ouais, non, je sais plus. Je sais bref. plus. Dionysos, il y a une histoire de Dionysos ou quelque chose Ah comme ouais, ça dedans. Ouais, j'ai oublié de le noter. Voilà, en fait, il y a vraiment un truc. Et même ça, j'ai trouvé ça génial. C'est que quand elle explique, elle dit la vierge, et elle dit vierge, et elle dit ouais, ben on fait avec ce qu'on Ouais, a. on fait avec ce qu'on a. On sent qu'en fait, c'est le côté génération perdue. Il y a 2000 ans, avoir des vierges, ça allait, mais clairement, en 2012, c'est mort, il y en a plus. Et je trouve ça même là, en fait, je trouve ça génial de jouer avec le truc. Déjà, tu sais, il y a vraiment le côté. On a expliqué aux anciens qu'on va se gaver sur le spectacle. Par contre, on pourra pas avoir tout ce que vous avez demandé. Oui, voilà. Tu sais. En fait, tu sens qu'il y a un rider. Les mecs, Ouais, c'est ils ça, sont- c'est exactement. J'allais le dire. Il y a un rider. Les mecs, ils veulent 1000 M&M's bruns, du coca, une vierge. Mais bon, si elle l'est pas, ça passe quand Et même. la bouteille de planteur, elle est où ma sens bouteille de planteur, putain? Exactement, c'est ça. Et l'important, c'est qu'elle souffre. Voilà. Bien sûr. Exactement, toujours. Et quand tu vois l'état dans lequel elle est, donc tu te dis c'est bon, cette étape-là, c'est bon, c'est fait. Ouais, c'est bon, ça c'est fait. Donc elle se retourne contre le stoner finalement en expliquant que finalement c'est peut-être mieux qu'il meure. J'ai pas trouvé le retournement utile. En soi après c'est cohérent, c'est juste histoire de détourner leur attention puisqu'au final elle se fait encore une fois éclatée par le loup-garou. Elle se fait littéralement manger la moitié de l'épaule. Ah ouais, ouais. Donc elle a envoyé sur le côté. Éclate donc une scène de bagarre entre le stoner et Sigourney Weaver puisqu'il faut que le stoner meure avant la Vierge. Donc ils se battent dans une scène improbable où ils se tapent dessus au bord du puits, on va dire, des anciens. Ouais, sous Et lequel il y a- on devine voilà, des formes gigantesques Ouais. qui attendent en bas. Ouais. J'aime beaucoup ça. Et donc il y a la jeune fille du journal intime du début qui en gros est depuis un moment, en gros on la voit déambuler au milieu des monstres et ainsi de suite. Elle arrive et elle tue la directrice, ou le directeur pardon, et jusqu'au bout ces personnages ont une utilité jusqu'à la Oui. dernière seconde du film. C'est ça, On c'est les ça. a, on les utilise et je trouve ça très cool. Donc elle le tue. Lui, je trouve ça très cool aussi, le stoner, ce côté, je pousse un petit peu tout le monde en mode, voilà, allez-y, tombez, ça sera plus simple. Il retourne vers la Vierge, il se pose à côté d'elle. Elle lui explique que clairement, elle va mourir, hein, elle se sent partir. Ils se font un petit bédo en détente. Voilà. Ils savent, alors je sais pas si je l'ai dit, mais donc on comprend qu'il reste 8 minutes avant le lever du soleil et que du coup, qui amènera à la destruction du monde. Je sais pas si tu l'as clairement dit, j'ai pas Non, l'impression. j'avais oublié En gros, de le dire. Ouais, qu'il voilà, reste- Sigourney Weaver leur explique que donc en gros l'idée c'est de divertir des grands anciens, des anciens dieux machin, et que pour ça donc ils ont un cahier des charges extrêmement complexe. Il faut que à un temps donné, à un moment donné, avant le lever du soleil, il faut qu'il y ait un certain nombre de personnes qui soient mortes. Mais c'est dans cette région parce que du coup quand on suit le Japon on voit que c'est tout un groupe d'écolières dans une classe, donc les codes sont pas les mêmes en fonction des endroits. Et il faut qu'avant le lever du soleil tout le monde soit mort dans un ordre bien précis avec on va dire des trucs relativement précis comme voilà l'ordre de passage des morts, ce qui a été quasiment respecté. Il faut juste que le stoner meure avant comme on l'a dit, hein, ça depuis tout à l'heure, avant la Vierge et que elle souffre avant de mourir, mais bon, ça c'est fait comme on a dit. Ouais, oui. Et elle continue Et- d'ailleurs à souffrir. Ah oui, c'est ça. Et si ça n'est pas respecté, ce sera la fin du monde en fait, c'est juste ça. Et donc là, à la fin, elle leur dit, il reste 8 minutes avant le lever du soleil, il faut que vous régliez le problème, parce que là, sinon c'est foutu. On est la dernière ligne de défense, tous les autres ont échoué, c'est ce qu'on a vu pendant le film. Oui, Et- et ce qui sous-entend que les Japonais attendent le sacrifice de plein de gamines. Exactement. Ça, c'est moche. Hein. Ça, c'est moche. Hein. Ouf. Pardon.
Excusez-moi, pardon, désolé. Voilà, c'est Lénith, le nouvel album, on vous rappelle. Voilà. Jouer dans les... Allez, Quand je parle de bac à sable, vous voyez maintenant où je veux en venir, voilà. Allez, à bientôt. Même ça, alors je trouve ça cool aussi, encore une fois, qu'ils n'utilisent pas ça, tu vois, ce côté 8 minutes, on appuie dessus, machin. Non, Ouais. en fait, voilà, Non. ils balancent ça au détour d'une phrase. On le sait, on s'en sert plus, et c'est très bien comme ça. Et donc, il se pose et il décide d'attendre patiemment le lever du soleil. Et je trouve ça génial, même c'est ça, juste avant le truc final, où elle lui dit c'est dommage, j'aurais bien aimé voir la tête qu'ils ont. Effectivement, tu te dis Ouais. qu'on en est tous là, et Exactement. je trouve ça marrant le fait que effectivement, on aimerait bien voir la gueule des grands anciens. Et c'est là qu'on voit donc la cabane être transpercée par une gigantesque main. Ouais, une main, ouais, un bras. Voilà, qui en gros, donc on comprend que le monde est détruit. On entend un morceau de Nine Inch Nails pour faire plaisir à Bertrand. Exactement. Et le film est terminé. Voilà. Ouais, c'est très classe comme fin. Ouais. Ouais, classe. moi j'avais adoré cette fin, elle m'avait retourné parce que jusqu'au dernier moment je me suis dit il va y avoir un twist et elle va le crever juste avant la fin, avant de se foutre en l'air. Et que genre ça se finirait comme ça sur on va dire une bad ending de film d'horreur. Mais en fait non, c'est encore mieux. Pas du tout. C'est Mais assez sur pareil. bad ending. Ah ouais, là c'est the ending. Quoi. Ouais, ce qu'aurait pu faire un John Carpenter qui déteste que ses films finissent bien, ou Ouais, c'est ça. un Life que j'ai beaucoup aimé regarder Life. Oh oui, Life, merveilleux. Tu parles de ce rip-off d'Alien. Ouais, exactement, Ah bon c'est ce que tout le monde lui reproche, mais je trouve que c'est bien fait. Il y en a eu d'autres rip-off d'Alien. Il est bien fait, je suis d'accord, mais ouais. On lui reproche quoi, pardon? D'être un rip-off d'Alien. Bah, non. Non. Moi, pour le coup, je trouve, mais ça n'empêche pas que j'aime beaucoup ce film. Oui, mais Il est bien, oui, mais- mais disons qu'il a assez de personnalité pour juste dire que c'est pas juste une copie, quoi. Ouais. Et puis à l'époque d'Alien Covenant, franchement, Oui, non, mais attention, on parle pas de moi ça. j'en parlais encore aujourd'hui avec Audrey. Moi, je suis un défenseur de Prometheus. Pareil. Mais Covenant, c'est cacaboudin. Du coup, je me suis dit que Life, tu vois, c'était un bon compromis, quoi. Donc, et vivement Alien 5, d'ailleurs. Ah ouais? Ouais, Je dis ça, j'ai un- ouais. Il y en a un qui est prévu, qui est pas fait par Ridley Scott. C'est toujours Neil Blomkamp qui est supposé le faire. Ah non, il est plus Ah dans le projet, non, c'est pas du tout Neil Blomkamp. Ouais, ouais. Ça fait longtemps qu'il a été écarté. Parle pas. Il aurait dû faire Alien 5, ça aurait été merveilleux. Bah, il vient de sortir un film d'ailleurs. Oui, il vient de faire Gran Turismo. Oui, Oui. tout à fait. Tout Et à alors, fait. et alors, je n'en ai entendu que des bonnes critiques. Mais moi aussi, je ne comprends pas. Ah ouais? Je comprends Non, pas ce ouais, film. J'en ai entendu que Durandal en parler, qui en a dit du bien, beaucoup Ah de bien. bah, tu vois, donc. Bon après, il s'est jamais vraiment complètement planté, hein, le petit Neil Non, Blomkamp. non, moi j'aime beaucoup. J'aime moi beaucoup aussi. son style. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup. Y compris Chappie, qui est un peu plus divisé. Oui, Chappie, très classe, Ouais. très classe. Même Elysium, moi, j'ai trouvé très bien. Je sais beaucoup ne l'aiment pas. Chapitre compliqué, hein. Je trouve, moi, un peu. Mais moi, je suis Voilà, pisse-froid. il a divisé. Je ne l'ai pas ouais. vu, moi. Ah oui, déjà. Mais je trouve qu'en fait, il avait fait quoi? District 8, je crois? Oh, tout à fait, ouais. 9, pardon, que j'avais trouvé exceptionnel. Elysium, j'avais trouvé pas mal, mais un peu classique, mais cool, tu vois, quand même. Et Chappie, je trouve que, je sais pas. Mais je crois que c'est la présence de Dean Wood dedans qui me casse les noix. Ouais. Moi, il me dérange Ouais, aussi. Ce ouais, côté ouais. ultra gangsta avec des flingues ultra fuchsia, je sais pas, bof quoi. Ouais, Je crois ouais, qu'ils ouais. m'ont un peu gâché le Ouais, film ouais. parce qu'il y a des trucs intéressants dans l'éveil du robot en lui-même, quoi. Bref, on n'est pas sur un Ouais, peu c'est de- ça. on n'est pas. C'est pas, c'est Ouais, pas mais maintenant. on peut en parler. Écoute, je vois le temps qui défile, il nous en reste C'est plein, donc on peut parler un Waouh. peu cinéma. Oui, on peut faire comme si on était là pour ça. Voilà. Je voudrais faire une petite remarque, je sais pas si on l'a dit durant ce petit podcast, mais ce qui est cool, là où ça fait un petit contrepoint par rapport aux films d'horreur, c'est quand les films d'horreur classiques, c'est la Vierge survit. La Vierge survit en permanence. C'est ça, c'est la fameuse Final Girl. Tout le délire de la critique, le puritanisme américain, tout ça, machin. Et là, on bousille la Vierge, il faut qu'elle crève, quoi, tu vois. Allez, au revoir. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. ça. Exactement. Dans le film Scream, ils en parlent à Donf, quoi, tu vois, des codes de genre. et Scream, tout ça. c'est pour ça que ce film est du post-scream, je rappelle. C'est parce qu'il est là pour illustrer un genre tout en passant sa vie à le référencer et à l'analyser et tout ça, quoi. Parce qu'au final, pour moi, la grande force de ce film, et je propose qu'on passe à nos avis respectifs en prenant la parole comme un gros sale. Donc, tu proposes qu'on passe à ton avis respectif, c'est ça? Exactement, et on s'arrêtera juste après. Non, mais en gros, je trouve que la grande force de ce film, évidemment, c'est sa narration, c'est le fait de nous surprendre en faisant tout pour ne jamais nous surprendre, en nous amenant que les trucs qu'on connaît, et du coup, ce faisant, en donnant un vrai lore à l'univers du film d'horreur. C'est-à-dire que, comme tout le cinéma d'horreur est référencé dans le film,
on comprend que tout pourrait faire partie d'un gigantesque tout. Ouais. d'un gigantesque, comme d'un univers presque partagé, mais sauf que c'est juste un truc orchestré par ce centre scientifique. On peut se dire que tous les films d'horreur ont été orchestrés par ces gars-là. Et juste cette idée-là, cette espèce de mise en abîme, me plaît vachement. Parce qu'on peut se dire, putain, qu'en fait, que tous les monstres, les grands monstres sacrés du cinéma, littéralement en l'occurrence, peuvent être sortis de leur labo, et je trouve ça trop bien comme idée, quoi. J'adore le fait que ça connecte le tout. Je trouve ça pas mal aussi. Et il y a un petit truc qui me vient de me popper, après je vous laisse tranquille, parce que je sais que je prends pas mal la parole quand même. Tu as parlé à peu près 2 minutes 30, Mathieu. Donc, bon, bah alors, laissez-moi parler. Ouais. Voilà, s'il vous plaît. Il y a un truc un peu irréel. Dès qu'ils arrivent vers le chalet, je trouve que la réalisation change un peu. Et il y a un petit côté, on voit le côté un peu artificiel d'un plateau de cinéma, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. La cabane, elle fait pas vraie cabane dans les bois. Il y a un côté de... Ça, c'est bizarre, le bois, il est chelou, on dirait qu'il est faussement vieilli et tout, ce qui est vraiment le cas, tu vois, mais du coup, c'est marrant. Je sais pas si vous avez senti ça, moi j'ai senti le petit... Dès qu'on arrive de cette cabane, tout fait faux, quoi. Toute la scène dans la forêt, justement au moment de la scène de sexe, il y a vraiment, en fait, elle fait, on dirait un décor de Disney, tu sais, ça fait vraiment décor de studio. Ouais. Je me suis fait la remarque en le regardant qu'on se croirait dans Légende de Ridley Scott. Oui, aussi, ouais, tout à fait, ouais. Ouais, ça fait forêt enchantée quasiment. Ouais. C'est vrai. Et il y a plein de trucs en fait où tu as ce sentiment presque, justement, vu qu'il y a ce mur high-tech, tu sais que presque ils sont sous une espèce de dôme, une espèce de Center Parks, mais de l'horreur, tu sais. Et t'as vraiment ce truc, t'as l'impression que tout est artificiel, que limite ils regardent le ciel et que c'est eux qui décident de la couleur du ciel, qui vont décider de l'illumination ou l'illuminement, ou je sais pas comment on dit, du soleil. Comme dans ce film avec Jim Carrey, là. Le Truman Show. Truman Show. Ouais. Voilà, le Truman Show, évidemment. Ah, oui. Et d'ailleurs, c'est tant qu'on est là, parce que nous, on a fait un épisode où on parlait un peu de nos goûts et ainsi de suite. Ouais. On le fait rapido. Ouais, grave. Mathieu, je me dis... Alors, je ne les ai pas du tout gardé les questions, je ne les ai pas sous les yeux, donc je vais le faire comme ça vient. Mais si tu arrives à les retrouver, tant mieux. Mais moi, je vais le tenter à la salaud. Mathieu, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui a déclenché chez toi l'amour du cinéma, si tant est qui est l'amour du cinéma? Alors, en quelques mots, je voudrais dire... pardon, l'amour du cinéma, je pense que c'est des trucs hyper basiques, genre Star Wars, typiquement, tu vois. Évidemment, la vieille trilogie. T'es pas le seul dans l'équipe. Ouais, c'est pour ça. La bien vieille trilogie, ça a été hyper marquant. Alien 1 aussi, le premier Alien, vachement. Je l'ai regardé à un âge indu et ça m'a vachement marqué. On a tous vu beaucoup trop de films, pas de notre âge, bien avant notre âge. Moi, je pense que le premier Alien, je devais avoir 10 ans quand je l'ai vu. Ouais, pareil. Mais pareil, Les Dents de la Mer, je l'ai vu bien trop jeune, ça m'a traumatisé de l'océan. Ouais, moi, non, mais même des toilettes. Ça me faisait peur quand j'étais petit d'aller aux chiottes, j'avais peur qu'il y ait un requin dans l'eau. Oh, énorme. Ça s'est vu. Je vous parlais tout à l'heure d'Hellraiser, je pense que le premier, je devais avoir 10 ans quand je l'ai vu. Ah ouais, pas mal. Et il m'a terrorisé. C'est pour ça que depuis, tu es très BDSM depuis. Ouais, tout à fait. Ça déclenche. Retire ses clous, je t'ai déjà dit, faut désinfecter vraiment. Enlève-les de là, ça va sentir. Et non, mais en fait, le truc, c'est qu'il y a cette réflexion un peu à la con, je sais, mais j'ai l'impression qu'on a tous grandi en matant trop tôt des films qu'on nous avait dit de pas regarder. Ouais. Et je suis tellement reconnaissant de ça que je regrette. J'ai tendance toujours à être celui qui a envie de montrer Alien à mes neveux et nièces, qui est celui qui a envie de montrer les films de monstres avec lesquels j'ai grandi, parce que je me dis, ça a laissé une marque indélébile, mais putain, j'en suis tellement reconnaissant. On l'a tous dit autour de cette table quasiment. Cette table théorique. Hein. Cette table de 400 km. Voilà, exactement. On l'a tous dit. Tu peux me passer le sel d'ailleurs? Oui, bien sûr, je te l'envoie par Chronopost. On l'a tous dit, j'ai l'impression. C'est pratiquement que des films qu'on ne devait pas voir quand on était trop jeune, qui ont provoqué cet amour un peu immodéré du cinéma. Et c'est quand même fou, parce que je me dis... en fait, je me dis, c'est presque dommage d'être ultra vigilant sur ce que nos enfants consomment, même si ça se comprend, bien entendu. Mais parce que je me dis, moi, je suis content d'être passé entre les mailles du filet. Et en même temps, si c'était pas aussi interdit, ce serait pas aussi savoureux. Donc, quelque part. Et après, c'est clair. Je vais surenchérir sur ce que tu dis et faire le c'était mieux avant. Hein, je vais faire mon j'avais un peu peur de ce côté-là, donc c'est pour ça. Merci. Ouais, mais justement, c'est ce que je me disais récemment, c'est que finalement, quand tu prends une plateforme comme Netflix, Disney, tout ça, c'est super. T'as plein de choses qui sont accessibles en permanence.
Mais le problème, c'est que nous, plus jeunes, on avait les vidéoclubs, on avait les films qu'on enregistrait à la télé, et donc du coup, on avait un choix éditorial qui nous était proposé. On avait les films interdits, donc on se louait son petit film d'horreur, on se voyait Peur bleue, beaucoup trop jeune, ou Les Dents de la Mer, ou tous les films que vous avez cités. Et le problème, c'est qu'avec des plateformes comme Netflix ou d'autres choses, j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'éditorialisation. Donc, je sais pas si l'explosion des plateformes ne fait pas qu'il n'y a pas un commun, en fait. Parce que nous, on a tous vu Alien relativement jeune, on a tous vu Les Dents de la Mer et autres, et je me demande s'il n'y a pas une perte de commun à cause des plateformes et de cette découverte avec le contrôle parental qui fait que, malheureusement, on ne peut pas voir un film qu'on ne devrait pas. Après, la seule manière de gruger maintenant, c'est au lieu d'aller dans le profil jeunesse, aller dans le profil des parents, et aller regarder un film. C'est ça. Ou alors avoir Disney+. Et... bah ouais. Très belle astuce. Faites-le par pitié, les enfants. Le curseur est différent en fait. Oui. Moi, c'est ce que moi je parle du coup du fait que j'ai ma fille qui a maintenant voilà, et elle a 14 ans et elle regarde des trucs qui sont pour son âge et que là tu vois par exemple elle m'a fait regarder la saison 4 de Stranger Things, je l'ai regardé avec elle et c'est extrêmement violent. Il y a des scènes vraiment, elles sont très violentes et alors, c'est pas choquant ou autre, et ça l'a pas choqué outre mesure, mais c'est clairement elle le profil. Bon, même si c'est, je crois, moins de 16 ans, parce que en plus, du coup, Netflix a quand même tendance à un peu surévaluer le rated R. Mais c'est ça, en fait. Où est le curseur ? Nous, on avait un truc qui était très défini, où t'avais les blockbusters, les films un peu plus intimistes, entre pareils, comme un film comme Alien ou autre, qui ne sont pas des blockbusters, en tout cas en leur temps. Et t'avais des vrais films pour enfants. Et c'est ça, en fait. J'ai du mal à situer le curseur aujourd'hui, où est justement le truc trop violent, le truc pas assez. J'ai l'impression que tous les ados maintenant regardent des films d'horreur, de sauts, des choses comme ça, sont du torture porn absolument dégueulasse. Donc c'est pour ça, en fait, je sais plus trop où est ce curseur et au final, on a eu la chance aussi que beaucoup des films qu'on a cités, qui sont des films qui n'étaient pas destinés à notre âge, restent quand même de très bons films de cinéma. Et au final, ils ont jamais joué sur le côté très sanguinolent, le côté violent, ou en tout cas, ils le faisaient de manière très maîtrisée, ce qui n'est peut-être plus le cas aujourd'hui, justement à cause des plateformes. Pour moi, c'est plutôt ce côté production à la chaîne, où en fait, tu manges beaucoup, mais tu digères peu. Contrairement à nous, en fait, justement, on mangeait peu, mais on digérait beaucoup. Et je pense que c'est un peu la grosse différence entre ces deux époques-là. Qui n'est pas un mal non plus, parce que ça amène justement beaucoup de choses et ça permet à beaucoup de gens qui n'auraient pas eu la chance à l'époque de faire quelque chose, de montrer ce qu'ils étaient capables de faire, et on espère que ce sera bientôt le cas de Thibaut. Mais voilà, ça permet de donner la chance à ceux qui, entre parenthèses, ne devraient pas l'avoir ou n'arriveraient pas à accéder à autant, quoi. Et je trouve que c'est un plus pour le coup, de découvrir des gens. C'est ça, moi je me dis toujours qu'un changement de paradigme comme ça, donc ce que tu exprimais, quoi, c'est-à-dire que maintenant l'immense profusion, etc., ça va apporter autre chose. Moi je suis toujours maintenant curieux de voir ce qu'une nouvelle tendance que moi j'ai pas connue à mon époque va pouvoir amener, parce que dans tous les cas ça va amener quelque chose en fait. Et je suis très curieux de voir même d'essayer d'imaginer comme un jeu mental ce que ça va pouvoir apporter. Peut-être justement une surdigestion, tu vois, c'est peut-être une lignée de films de post-horreur, tu vois, on a digéré tout, il y a déjà pas mal de films comme ça, La cabane dans les bois, et c'est un peu un exemple un proto-exemple de ça en fait, on a digéré toutes nos références de quand on était jeune, et maintenant on est capable d'en sortir une espèce de moelle un peu substantifique et de créer autour, quoi. Mais du coup, je pense que ça n'est que les prémices de ce que peut-être les prochaines générations, dans différents genres, vont pouvoir nous proposer. Et je trouve ça hyper intéressant. J'ai fait un article hier qui était hyper intéressant, où il disait que c'était la première fois depuis 2011 ou 2012 que les 3 films de l'année n'étaient pas des films issus d'une franchise. Où il disait qu'effectivement, il y avait peut-être vraiment une lassitude du public. Tout le monde l'a dit, et je pense que c'est vrai, c'est Marvel qui a sauvé le cinéma, littéralement, en sortie du confinement. Tout ce qui marchait, c'était ça. Les gens avaient juste besoin de voir un truc qui les rendait débiles. Moi, le premier, hein. Mais juste l'envie de se vider la tête et de s'en prendre un peu plein la tête, visuellement, et avec des histoires qui valaient ce qu'elles valaient, mais au moins, visuellement, on s'en prenait plein la tête. Et j'ai un peu l'impression que ça arrive peut-être à bout. Et justement, là, apparemment, alors je ne sais plus lesquels, mais là, ils annonçaient, par exemple, apparemment, il y a un film avec Emma Stone qui sort l'année prochaine, qui est une espèce de réécriture de Frankenstein, qui s'annonce comme le gros blockbuster de l'année, et ce n'est pas du tout une franchise, je ne me souviens plus du nom du film, je peux vous le retrouver, qui apparemment est annoncé un petit peu comme une espèce de film d'auteur un peu érotique,
dans un univers de Mary Shelley. Et apparemment, voilà, c'est très bizarre J'adore. comme idée, mais il disait que le Ça me paraît film pas apparemment. incohérent. Ça me paraît pas absurde, je trouve. Ouais. Et là, j'ai vu plusieurs fois la bande-annonce. Pauvre créature, ça s'appelle. Ok. Et voilà, quand on regarde en fait ce qui est annoncé, effectivement, on voit bien que Marvel commence à battre un peu de l'aile. D'ici, ils sont au fond du gouffre. Oh, putain. Et effectivement, j'ai bien l'impression que effectivement, on va peut-être arriver à autre chose. Ouais, c'est cool. Et d'ailleurs, tu parlais de chiffres. Il y a eu une étude qui a maintenant, du coup, quelques mois au moment de la diffusion de ce podcast, qui disait justement que ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, mais là, les chiffres de hausse des cinémas étaient plus élevés là cette année, on va dire mi-2023, qu'il y a quelques années, il y a 2-3 ans, je crois. Et il y a on a vraiment constaté là dernièrement un vrai regain d'efficacité et d'attention pour les salles de cinéma. Évidemment, ça fait très plaisir parce que ça reste quand même un truc inimitable. Même, c'est plus que ça, c'est qu'en août, on a battu le record de fréquentation je sais pas si c'est dans le monde entier, mais en tout cas en France, on a battu le record de fréquentation pour le mois d'août. Ok. Eh ben, Qui voilà. est un mois chargé en général. Ah bah oui, c'est les blockbusters de l'été, c'est là. Exactement. Ouais. Et Merci en pour notre continuer, trouble, du coup. oui, tout à fait. Même si, à vrai dire, j'irai au cinéma un peu plus souvent si la place était pas si chère quand même. Non, oui, c'est ça, ce c'était. sera l'éternel On pourrait en débat, parler, ouais, j'avoue. Ouais, mais bon. Ça. Tu l'as vu d'ailleurs, Thibaut, toi, avec ton abonnement illimité en eau très trouble. Mais en fait, en ce moment, j'ai un vrai souci. Bon, je vais répondre à ta question. Non, hein, parce que j'ai vu en eau trouble et que malgré mon clientélisme absolu, j'ai pas réussi en eau très trouble. J'ai un très bon ami. On a un très bon ami qui s'appelle Michael, hein, pour ceux qui sauront, qui lui a vachement aimé. Justement, il a pu prendre le parti d'être parfaitement conscient de ce qu'était le film et du coup apprécier la formule comme je peux le faire avec un 2012. Voilà, c'est vraiment la même chose, le même rapport au film. Et du coup, je pense qu'il se régalerait devant le nouveau, même si donc je ne l'ai pas vu. Et oui, je sais pas ce que j'ai un souci en ce moment. Je vais pas au ciné. J'ai pas encore vu certains gros blockbusters de l'été et compagnie. Je les ai ratés. Donc bon, bah voilà. Il va falloir que je me remette un petit coup de pied au cul juste pour me bouger et aller me réenfermer dans une salle. Ça va me faire du bien. Et Mathieu, pour terminer, ton film préféré de ta vie, est-ce que tu saurais me dire La ton film question de préféré ta vie piège. C'est dur, c'est dur. Ah, et t'as écouté l'épisode 0 et tu t'es pas dit « Ah, moi c'est ça !» Si, j'y ai pensé. J'y ai pensé, mais j'en ai que. C'est vrai. J'en ai 3, moi, tu qui me. Ah, bah dis-les Bah, trois. vas-y, dis-les trois, Vas-y, alors. C'est le jeu, c'est le jeu. Le c'est le jeu. premier, mais c'est Bienvenue à Gattaca. Oh, Ah, qui est Au dans revoir. qui est dans notre liste. Hein. Alors peut-être Ah. qu'un jour il viendra. On Génial. t'invitera. Si un jour on Non, le fait, on franchement, ouais. t'invitera. C'est promis. Je pourrais faire oui, comme ça. C'est tout ce que je vous dirais. Non, mais je pense que ça va être un épisode horrible où on fera tous. Ah, c'est nul ce film. Là, 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 là. C'est pas possible ça. Mais même si le film, avec le recul, quand je l'ai revu, il prend quand même vachement son temps. Il pourrait être un petit peu Il est... plan-plan, tu vois. C'est pas du spectacle, du grand spectacle, mais il y a un truc, il y a la BO qui est incroyable. Ouais. Il y a Le thème. Le thème est Le évidemment thème, il est fou. Hein. Je suis un grand fan de films d'anticipation de manière générale. Hein. Bah, celui-là, il est quand même. C'est vrai que je il les fait bouffe, référence. même les hein. plus mauvais. Il y en a. J'ai un kink de films d'anticipation. Qui en fait est dégueulasse, mais que moi je trouve bien, même si je sais qu'il est nul. C'est Equilibrium par exemple, tu vois. J'adore ce film. J'adore ce Ouais, film. mais il est naze en vrai quoi. Tu Il vois. aurait pu être bien. Il y a- Il aurait il y a- pu être il bien. aurait- C'est ça. Avec beaucoup de en fait, budget, je l'adore. oui. Et en fait, je l'adore. Je le kiffe quoi, tu vois. Bon bref. En Le repompant deuxi- moins Matrix. Et alors juste, voilà. tout à Ouais, l'heure, c'est tu ça. nous parlais de... Ouais, bah c'était à l'époque. Tu nous parlais de Truman Show. Et fun fact, du Ouais. coup, Truman Show a été réalisé par Andrew Niccol, qui a également réalisé Bienvenue à Gattaca. Oh, Voilà, c'est comme beau. quoi, tous les tout morceaux se s'explique. recollent. Bien joué, Docteur Bobine. Colonne des Cusco. Ah non, c'est pas ça. C'est dans Cusco qui a un truc comme ça. Bref. Et le deuxième film qui me vient, moi, c'est Le Voyage de Chihiro. On est sur un, sur un classique. Putain, Bertrand avait cité Princesse Mononoke. Si, Oui, c'est pour ça que j'ai fait. Je vais aimer cet homme. sûr. Mais le Voyage de Chihiro a ce petit pouvoir de me faire chialer, tu vois, me faire verser ma petite larmichette. Il y a un truc hyper nostalgique dans ce cinéma qui me rend vraiment à fleur de peau, quoi. Et le dernier, c'est Little Miss Sunshine, que je trouve oui, excellent choix. extraordinaire. Ouais. Pourtant, il est, je sais pas, tout est dramatique dans ce film, mais en fait, c'est drôle, quoi. Tu sais, c'est léger, quoi. C'est du dramatique traité avec tellement d'amour et de bienveillance, je trouve. C'est ça. Il est très très beau ce film. Vraiment. Il y a pas mal de tendresse. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. C'est ça. C'est hyper tendre. Ouais, c'est hyper grave, je tendre. suis tout à fait d'accord. Très bon choix. Et une BO qui est à se taper le cul par terre. On est béo. Une BO.
Aou, paveo. Alors, histoire d'éviter les commentaires désagréables de probablement une personne et demie, alors il n'a pas réalisé, Andrew Nicole, il n'a pas réalisé Truman Show, il a écrit Truman Show. D'accord, ok, bon, ça va. T'es un enculé, Ça compte. c'est pas ça, voilà. Non, mais ça compte. On les entendait déjà. Oui, voilà, on les entendait, ils ont des pelles et des fourches. Oui, des pelles. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Ils mettent le feu à leur pelle comme ça. Messieurs, je ne sais pas si vous entendez cette petite musique qui revient, on l'a déjà écouté tout à l'heure. Putain, C'est oui. Une nouvelle fois, je le rappelle, le morceau... on les entend pas, c'est... Non, il y a... Le morceau Soundboxes, tiré de l'album du même nom de Sélénite, avec notre ami Mathieu, qui est donc juste là. Album qui est sorti le 22 septembre 2023. Il est dispo à peu près partout, hein, je pense là où c'est écoutable. Donc techniquement, en CD, en cassette. Est-ce qu'il est pas en cassette, en CD? Pas en cassette, il est sorti en CD. Et en janvier, j'ai une version vinyle qui sort. Et là, je ne suis pas peu fier. C'est mon petit caprice. Eh bien écoute, je sache que peut-être que je l'obtiendrai. Parce que j'aime les vinyles. Et est-ce que pour le mois là, du coup qui vient, t'as des dates ou pas? C'est trop tôt pour le dire. Pour le mois qui vient, il sort le 1er novembre, demain, du coup. Demain, je joue à la Luna Negra de Bayonne. Voilà. Oh. Exactement. D'accord. Eh bien, écoute. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été le parrain, j'ai envie de dire, de cette émission. Notre premier invité, je suis hyper ému. Ouais. C'est promis, on refera appel à toi pour l'épisode sur Bienvenue à Gattaca s'il doit avoir lieu. Et franchement, j'aimerais bien qu'il ait lieu parce que j'adore ce film. Je vais te faire un maximum de bisous, ainsi qu'à mes deux petits potes ici. Je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à dans un mois. Bisous. Ciao. Ah, et attends. Putain, pardon. Waouh, je mets vraiment fin à cette fin. N'hésitez pas parce que c'est vrai que c'est con, je vais faire un peu mon youtubeur, hein, mais n'hésitez pas à laisser des petits avis sur les plateformes sur lesquelles vous écoutez, parce que nous, ça va nous aider à être référencés et à venir nous suivre sur les réseaux sociaux, comme ça vous en verrez plus. Ça, si vous dites qu'on dit de la merde, on essaiera d'améliorer. Si vous trouvez qu'on fait ça bien, on essaiera de faire ça moins bien. Voilà, c'est à peu près l'idée. Nous, on prend toujours tout. Du coup, à bientôt. Merci beaucoup. Ah non, j'oubliais. Non, je déconne, c'est bon. Only way to frame the fact you're hidden behind truth, so overused, I don't wanna drown myself in those. De nos pistes portées à mes fesses.